Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence du World Forum où on reviendra du coup sur les questions de management. Je me présente, du coup je suis Simon Laudet, délégué général du Club Noé, qui est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs des Hauts-de-France économiques, publics et privés, qui s'engagent sur les questions de nouveaux modèles économiques et plus particulièrement dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et j'ai le plaisir du coup de co-animer cette conférence avec Romain Domici, qui est intervenant chercheur au laboratoire d'intervention et de recherche Atemis, qui est notamment l'un des principaux artisans du concept d'économie de la fonctionnalité et de la coopération et de son déploiement dans les Hauts-de-France. Alors, c'est dans ce contexte-là des nouveaux modèles économiques qu'on va du coup interroger la question du management et la question de l'organisation du travail en général. Pour ça, on va vous expliquer un peu dans quel contexte a émergé ces questions des nouveaux modèles économiques en Hauts-de-France, et on décortiquera par la suite à travers des cas d'entreprise qu'on vous exposera comment ces questions du travail se sont posées dans cette transformation des nouveaux modèles économiques. Donc pour bien comprendre au départ comment tout a commencé, ça a notamment commencé avec une forte coopération entre le monde de la recherche et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, où l'enjeu était de réfléchir à la question de comment on peut mener une politique publique qui associe à la fois les enjeux économiques, les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux, le tout de manière intégrée et pas de manière pensée d'une manière isolée et en silo. Première demande qui avait été faite dans un appel à recherche sur cette question-là. Et également, en deuxième demande qui avait été posée, c'était de dire que la région Nord-Pas-de-Calais avait déjà investi, avant les années 2000, au moment où l'appel à recherche avait été posé, dans des questions, dans les enjeux et dans les secteurs du recyclage notamment, et de l'industrie du recyclage. Et le Conseil régional constatait que ce modèle économique était questionnable, notamment parce que si demain on parvient à réduire le nombre de déchets, toutes ces industries qui ont été soutenues et déployées dans les Hauts-de-France ne seront plus rentables. Voilà, vous avez du coup deux enjeux qui ont été présentés au laboratoire d'intervention et de recherche Atemis, qui a du coup proposé le concept d'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour répondre à ces questions-là. Voilà, première question, peut-être Romain, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment a émergé ce concept d'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans cette logique-là de répondre aux enjeux proposés par le Conseil régional? Alors, le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, alors qui au départ d'ailleurs c'était modèle économique de l'économie de la fonctionnalité, en fait il trouve sa racine dans un constat un peu ancien dans l'économie, notamment dans l'économie ce qu'on appelle régulationniste, d'une mutation structurelle de l'activité économique. Et cette mutation structurelle, elle porte notamment sur l'émergence alors à vrai dire, si on regarde les emplois à partir des années 45, mais si on regarde le contenu du travail, une vraie mutation dans les années 70, 80, et l'émergence beaucoup plus forte en fait de dimensions relationnelles et servicielles. Et de là se constitue un constat, c'est qu'à côté de cette émergence de dimensions relationnelles et servicielles, il y a aussi, on pourrait dire, des limites que l'on voit apparaître dans la manière habituelle de conduire les affaires, de penser l'activité économique, de penser les modèles économiques, de penser le développement, la richesse, enfin, tous ces éléments qui sont très encastrés les uns avec les autres. Et en fait, on voit l'émergence d'une limite environnementale, de limites sociales, là où le développement industriel avait apporté de la réduction des inégalités, du gain en espérance de vie, de la qualité de vie, de l'inclusion, ben, cette machine-là est grippée, et donc se pose la question, qu'est-ce qui amène cet arrêt, ce coup d'arrêt quelque part à un développement industriel? Alors, derrière cette question, je ne vais pas refaire toute l'histoire économique parce que ça serait trop long, mais derrière cette question, en fait, il y a une question qui émerge, notamment portée par Christian Dutertre, qui est de se poser finalement, de se demander si derrière la panne quelque part du modèle industriel, il n'y aurait pas en fait une panne de la logique, des formes de pensée qui sous-tendent à cette logique industrielle. Et on peut faire un constat un peu rapide, c'est que cette forme de pensée, elle prend source
pour le dire très vite, à la révolution industrielle, donc il y a à peu près 250 ans. Hein. J'aime bien prendre le livre d'Adam Smith sur la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, donc qui est de 1776 comme point de départ. Et ce développement ensuite industriel, finalement, il trouve déjà beaucoup de ses bases dans cet ouvrage. Et en fait, dans cette perspective, il y a tout un tas de modes de réflexion, de modes de pensée qui s'établissent, notamment sur le fait qu'on dirige son entreprise avec comme visée de produire des quasi-biens, c'est-à-dire des choses qui sont transférables facilement à tout un chacun, que les gens veulent et demandent des choses de manière très claire et séparées de la production. Le fait que la productivité passe par du volume, passe par de l'intensification du travail ou du progrès technique, et que c'est quelque chose de linéaire, de relativement certain. Et en fait, les travaux de Christian Duterte vont introduire l'idée que cette logique-là, finalement, elle échoue à la fois pour des raisons d'un contexte économique, mais aussi parce que la nature de l'activité s'est transformée. Alors à Thémis, dans l'acronyme, il y a la mutation de l'industrie et des services, et en fait, la mutation que représente la dimension servicielle de l'activité va mettre en panne une grande partie des formes de pensée, des modes de réflexion industriels, notamment en ce qui concerne et les dimensions du travail et de son encadrement, de son management, et les dimensions de modèle économique, c'est-à-dire de stratégie de développement, de manière à pouvoir intégrer notamment les enjeux du développement durable. Comment elle s'incarne cette mutation de l'économie? On passe du coup d'une part de l'activité fortement industrielle à quelque chose qui est beaucoup plus basé sur les services. Il y a des exemples concrets qui illustrent le fait que voilà, il y a une vraie mutation au niveau structurel de l'économie? Alors, il y a une mutation qu'on apprend généralement au lycée, qui est celle de la tertiarisation, c'est-à-dire du développement des emplois relevant des services. Et donc là, encore une fois, la courbe d'emploi de services, elle est au-dessus de celle de l'industrie à partir de 1945. Puis ensuite, c'est une croissance non-stop, là où, au niveau de l'industrie, ça augmente un temps, puis ensuite, ça décline. Donc ça, c'est une première mutation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui relèvent d'emplois de services. Alors après, il y a aussi un phénomène, c'est tous les phénomènes qu'on va avoir dans les années 70-80 d'externalisation. Et donc d'activités qui étaient intégrées dans des industries, je pense à la maintenance, au nettoyage, à l'accueil, qui vont se retrouver externalisées donc dans des entreprises de services. Donc ça, c'est une forme, on pourrait dire, déjà de développement des activités de services. Mais après, il y a aussi, on pourrait dire, l'extension du domaine du marché vers d'autres activités qui jusque-là étaient domestiques. On pense à la garde d'enfants, on pense L'aide à la personne. L'aide à la personne. Ensuite, il y a le développement aussi formidable de nouvelles activités du type la popularisation des universités, par exemple, qui font que l'enseignement supérieur prend aussi de l'ampleur. On a les hôpitaux qui se développent avec une capacité de soins aussi qui se développe. Donc, on a des nouveaux emplois qui sont là et avec une dimension dans ces nouveaux emplois très souvent relationnelle, servicielle. Pour illustrer ça, vous voyez que ce que je suis en train de faire, par exemple, c'est pas de livrer quelque chose qui aurait été préparé à l'avance, mis en place dans un système de production déconnecté du service rendu, de la production finale et de sa consommation. D'ailleurs, consommation, vous voyez que ça sonne un peu bizarre pour ce que je suis en train de faire. Et avec un point, alors on a Laurie qui va faire l'interface entre nous et les personnes qui nous écoutent, mais donc aussi la valeur de ce qu'on est en train de produire va se jouer dans cette interaction. Donc on pourrait dire que dans les activités de service, c'est un peu consubstantiel cette dimension de coproduction. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que dans les activités, y compris de production de biens, il y a de plus en plus de place pour des dimensions relationnelles, notamment du fait de la complexité des biens qu'on produit aujourd'hui, qui sont quand même, on n'est plus dans la Ford-T d'Henry Ford, tout le monde choisit la couleur tant que c'est noir. On est aujourd'hui dans des combinaisons extrêmement complexes, ce qui fait que vous avez très peu d'usines où il n'y a pas chaque semaine, le lundi matin, une réunion d'équipe dans laquelle on prend le temps de comprendre finalement le process de production dans lequel on va être embarqué. Et en fait, une épaisseur relationnelle du travail qui, y compris dans les activités industrielles, s'accroît. Et donc, il y a un peu ces deux mouvements. Pour citer des collègues athémiciens, on parle par exemple de servicisation ou servicialisation pour parler de ce second mouvement, c'est-à-dire du développement de la nature servicielle des activités, y compris dans des domaines qui sont
qui sont de la transformation de matière. Et d'ailleurs, dans les entreprises engagées dans le Club Noé, on va y revenir sans doute, hein, il y en a beaucoup qui sont aussi dans la production de matière. Hier, il y avait une présentation avec beaucoup d'entreprises, il y avait notamment Flexink dedans, qui est une imprimerie qui produit donc des biens, mais dans une démarche servicielle, et c'est dans cette démarche servicielle que finalement se joue l'occasion de renouer développement durable, production de valeur et aussi des dimensions de pertinence de l'activité. Donc on entend bien qu'il y a une mutation en fait de la nature du travail en réalité, qu'il y a une logique assez ancienne du coup qui vient de la révolution industrielle, qui continue de s'appliquer à une activité qui finalement est très différente de ce qu'elle était lorsque le modèle industriel est apparu. Tout ça, ça crée un certain nombre de limites. On est aussi confronté à des limites environnementales très très fortes. La crise sanitaire aussi que l'on vit, on peut aussi la raccrocher avec le développement d'un certain modèle économique qui nous emmène droit dans le mur. On parlait du coup de nouveaux modèles économiques. Ces nouveaux modèles économiques, et notamment l'économie à fonctionnalité, qu'est-ce qu'elle a à répondre à toutes ces limites? En quoi elle répond aux limites? Alors, en fait, déjà, je vais le redire là, bon, j'ai déjà dit dans les autres sessions, mais le modèle de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, il faut vraiment le voir comme une paire de lunettes, un outillage conceptuel, une manière de regarder l'activité. Alors on pourrait se dire, c'est très sympa de regarder autrement l'activité, mais qu'est-ce que ça produit? C'est en regardant autrement, en fait, on voit aussi d'autres choses. On voit par exemple la dimension non pertinente qu'il peut y avoir à appliquer une logique industrielle à des activités où finalement l'enjeu de valeur qu'il y a, c'est un enjeu relationnel. Je vais prendre un exemple assez bateau comme ça, mais si on prend par exemple les questions du soin, on peut réduire le soin à l'acte technique médicalisé du soin et dire c'est une dialyse, une prise de sang, peu importe. Et organiser tout le travail pour multiplier, appliquer une stratégie de volume sur la base du soin. Et donc dire il faut aller de plus en plus vite pour la prise de sang, etc. Et après, voir la valeur finalement qui se génère dans les faits, matériellement, hein, c'est aussi, si vous faites une prise de sang à un enfant de 8-10 ans, dont c'est la première de toute sa vie, ou si vous la faites à quelqu'un qui a un problème chronique et qui revient toutes les semaines, c'est quand même pas le même travail derrière. Et ça, la logique industrielle, elle a énormément de mal à l'attraper, et au point qu'elle peut générer, ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup des discours des soignants aujourd'hui, elle peut même être génératrice de maltraitance, en fait, d'un truc antinomique avec le soin, avec l'intention de soin, qui va être, on a l'impression d'être face à une machine, d'être en fait un traitement mécaniste, et donc pas du tout dans le soin, qui est quand même par définition une tension vers l'autre, une prise en compte de la singularité des personnes qu'on a face à soi. Donc là, on voit bien que la valeur, elle peut passer complètement à côté si on n'a pas si on regarde les choses de manière en fait déformée par ce modèle industriel. Alors, c'est quand même juste une chose, c'est l'épaisseur réelle du travail. En fait, ça a toujours existé. Simplement, dans une perspective servicielle, ça devient particulièrement central, stratégique, que de ne pas passer à côté de ça. Parce que, en fait, sinon, ça devient un générateur de trucs absurdes où on fait comme si les choses se passaient comme sur le papier, alors qu'en fait, on y met plus d'énergie, on déborde. C'est pas vrai qu'on va faire la prise de sang plus vite à l'enfant de 8-10 ans. Donc, on va devoir prendre le temps de le faire, de toute façon. Donc, on va tricher un peu avec la règle, on va trouver le moyen d'aménager. Mais à quel prix? C'est-à-dire, y compris ce que ça demande aux personnes de faire ça, ou de ne pas le faire. C'est-à-dire de se dire, non, attends, il n'est pas content, l'enfant de 8-10 ans, mais c'est pas grave, on va lui faire sa prise de sang à toute vitesse, ça fera une mauvaise expérience, et tant pis. Mais à quel prix? Quand même, les gens qui s'engagent dans ce genre de métier, généralement, ils ne sont pas dans l'idée d'oublier qu'ils ont face à eux des personnes en demande de soins. Maintenant qu'on a posé un peu le contexte de l'importance de qu'est-ce qu'on appelle travail, c'est quoi la nature du travail dans la question des modèles économiques et surtout de la manière de penser de nouveaux modèles économiques. Peut-être revenir aussi sur comment ça s'est concrétisé, le déploiement de ces nouveaux modèles économiques en région, Hauts-de-France. Et si on revient notamment sur l'expérience de dirigeants d'entreprises qui ont été accompagnés, on parle de ça maintenant
il y a quasiment une dizaine d'années, les premiers dirigeants qui ont franchi le pas de repenser totalement leur modèle économique, c'était notamment des dirigeants d'entreprises qui étaient adhérents à des réseaux qui travaillaient à la question du développement durable, comme notamment le réseau Alliance et le Centre des jeunes dirigeants. Et les premiers dispositifs d'accompagnement, ils concernaient uniquement le dirigeant d'entreprise. C'était un parcours de 12 mois, un peu plus de 12 mois, où les dirigeants se retrouvaient collectivement pour travailler sur le modèle économique des uns et des autres, avec les lunettes, comme tu le disais, de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et puis, donc je faisais partie, moi, en plus des personnes qui organisaient ce dispositif d'accompagnement à l'époque, et on pensait un peu bêtement que, parce qu'on avait convaincu le dirigeant, qu'on l'avait même déformé, qu'on lui avait apporté ses lunettes de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, ben voilà, c'était lancé. Finalement, l'entreprise va pouvoir totalement basculer, on disait même basculer dans l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, en réalité. Les premiers dispositifs d'accompagnement, si on regarde un petit peu les effets non intentionnels, mais qui étaient négatifs à l'époque, c'est qu'on a isolé des dirigeants dans leur propre boîte. On y reviendra avec des exemples concrets vis-à-vis de leurs collaborateurs, vis-à-vis aussi de leurs clients. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement convaincre un dirigeant de ce vers quoi il devait aller en termes de modèle économique, mais la manière dont il va organiser le travail en interne avec le travail de ses clients, le travail de ses partenaires, enfin bref, le management, on ne peut pas le laisser de côté. C'est pas juste parce qu'on a l'idée d'une nouvelle offre qui va dans le sens de l'économie à fonctionnalité, qui répond aux enjeux de l'environnement, qui intègre mieux les enjeux sociaux, et surtout qui est aussi pertinent d'un point de vue économique. Tout ça, ça ne suffit pas, même si on a trouvé la bonne idée, à y aller vraiment concrètement. Donc c'est dans ce cadre-là que quelques années après, on a décidé d'accompagner des managers, parce qu'on était aux prémices aussi de ce concept-là. On avait encore beaucoup beaucoup de recherches finalement et d'interventions à faire, et c'est comme ça que du coup on a décidé de créer un dispositif d'accompagnement, non pas pour les dirigeants, mais pour les managers, et à poser la question du coup, si l'enjeu de nouveaux modèles économiques, c'est de transformer la nature même du travail, la façon dont on l'organise, etc. Ça, c'est très conceptuel, mais concrètement, ils font quoi nos managers? Et c'est du coup, dans le cadre de ces dispositifs d'accompagnement, on a créé ce qu'on appelle un référentiel métier, qui pose en gros un certain nombre d'enjeux que chaque manager doit avoir en tête pour pouvoir initier et renforcer la transition de son entreprise vers un nouveau modèle économique. Et donc du coup, voilà, c'est ces enjeux sur lesquels on va revenir maintenant. Pour chaque enjeu, on vous présentera un cas d'entreprise bien concret pour qu'on puisse se rattacher à des expériences réelles qui ont été vécues. Et finalement, c'est le point de départ aussi de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, c'est la question de la santé au travail. Et ce n'est pas aussi une petite question en termes de limites auxquelles on est confronté. On parle beaucoup de souffrance au travail, d'épuisement professionnel. Il y a suite aussi, peut-être, tu pourras revenir dessus, Romain, mais ce qui caractérise aussi cette transformation de la nature du travail dans cette logique de service, et avec une logique industrielle qui a été appliquée a fortiori, ça a même provoqué des suicides sur les lieux de travail, qui était un phénomène qui existait beaucoup moins auparavant, qui montre quand même que la question de la santé au travail, c'est pas une petite question. Elle est au point de départ de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Et on a eu du coup plusieurs dirigeants d'entreprise qui sont rentrés dans un dispositif vers les nouveaux modèles économiques, avec cette question première de comment, au bout d'un moment, mon travail, le travail de mes collaborateurs, est facteur d'émancipation et facteur de santé. Et pour pouvoir illustrer ça, on va partir d'une entreprise qui est une agence de communication et qui était donc du coup voilà, une activité a priori de service, mais qui en réalité avait bien une logique industrielle qui était appliquée, puisque grosso modo, pour pouvoir se développer, elle n'avait pas 36 solutions, il fallait qu'elle produise plus de flyers, il fallait qu'elle produise plus de sites internet. C'est ça qui était facturé, c'était l'unité de facturation d'ailleurs. Et tout ça poussait à organiser le travail dans un sens qui ne convenait pas du tout aux dirigeantes associées de cette entreprise. Elles n'avaient pas, si je les cite même, elles n'avaient pas créé cette agence pour faire ça. C'est pas du tout
Ce n'était pas du tout le projet de départ. Et du coup, le travail dans l'économie à fonctionnalité de la coopération a permis du coup de repenser, mais à quoi réellement on sert? La question de l'usage et de l'utilité, eh bien l'enjeu central peut-être de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et juste du coup, en repensant la manière de produire, proposer la question de qu'est-ce qui a réellement de la valeur, qu'est-ce qui est réellement utile, et ensuite on trouve le mode de contractualisation qui permet de mettre tout ça en place. C'est une première chose, mais ça change aussi totalement le travail. Est-ce que, quand je fais un petit peu cette trajectoire, j'ai eu cette trajectoire autour de cette agence de communication qui pose la question de la santé au travail, comment tu vois ça de ton côté de chercheur en Inde? Alors, je pense qu'il y a déjà une chose, c'est... tu utilises d'ailleurs beaucoup cette expression du déjà là, c'est quand on commence à s'intéresser au travail réel, en fait, pour reprendre cette agence de communication, quand on leur demande un logo, quand on leur demande une plaquette, en fait, on fait disparaître leur travail. On fait comme si leur travail, c'était une boîte noire, et puis à la sortie, il y a un logo, il y a un flyer, il y a un livrable comme ça. Et dans le parcours éco de la fonctionnalité avec elles, ce qu'on a beaucoup fait, c'est de leur poser la question, mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez à faire? Et pourquoi vous le faites? En quoi c'est un... Et en fait, le logo, qui est la forme un peu matérialisée de tout ce travail, il demande une foultitude de choses avant, et surtout un point très particulier de l'économie de service, c'est la participation du client. Parce que entre un client qui ne vous donne aucune information, puis un autre qui a des archives bien rangées, qui a une identité, qui a travaillé déjà en interne son identité, son histoire, son message, etc., ça ne prend pas le même temps de faire le logo. Ce n'est pas le même travail pour faire le logo. D'un côté, il faut quasiment introduire la question de la communication dans une entreprise qui ne l'a jamais pensée, et c'est ça le travail. Et d'un autre, il faut juste récolter de l'information. Enfin, juste, c'est pas non plus si facile, mais il faut récolter l'information et la traduire en logo. C'est pas exactement le même travail. Et les deux situations, d'ailleurs, existaient pour cette agence et se retrouvaient prises à facturer finalement une chose, mais avec finalement un truc. Alors d'ailleurs, beaucoup de clients qui disaient, mais attendez, fabriquer un logo sur Internet, on trouve quelque chose de moins cher. Bah oui, sur Internet, il n'y a pas d'autre travail que le logo. Et donc c'est vraiment cette question de qu'est-ce qu'on produit déjà en vrai, concrètement dans notre travail, à quoi on est confronté. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui les convoque, on utilise ce mot de subjectivement, c'est-à-dire dans leur travail, c'est pas, enfin vous voyez, c'est pas un geste technique comme ça, fait dans une sorte de vide ou dans un coin, dans un atelier pour elles-mêmes, mais elles sont prises dans une situation de travail avec des clients qui ne sont pas des pros de la communication, qui ne sont pas directement câblés comme elles. Et donc, il y a un vrai effort d'aller comprendre, d'aller écouter, d'aller former quelque part sur le tas les différents clients. Et ça, en fait, ce qu'on a découvert avec le parcours auquel tu as participé aussi, hein, ce qu'on découvre, c'est que c'est ça les raisons pour lesquelles elles ont fait ce travail de communication. C'est ça qui les passionne. Mais tout ça est mis de côté, gommé par cette lecture industrielle qui est qu'une agence de com, ça fait des supports de com. Alors qu'aujourd'hui, elles sont prises dans quelque chose où elles peuvent faire de la com sans support de com. Enfin, le débouché du support de com, c'est pas ce qui va transformer toute la valeur. Par contre, se pose la question de comment est organisé le travail avec les clients. Alors, pour revenir quand même à notre thème de la question du management, je trouve qu'il y a un point quand même très important à voir, c'est que je vais être un peu caricatural, mais quand on est dans une lecture très industrielle, le travail, c'est faire ce qu'on a prévu, tenir ce qu'on a prévu. En tout cas, c'est la lecture qu'on en a, et c'est l'injonction qui est faite d'ailleurs, et on met en place un management tourné vers le contrôle, tourné vers la surveillance, qui s'assure que ce que l'on a prescrit, ce que l'on a défini à l'avance, soit appliqué. Pour fabriquer un logo, on a besoin d'avoir telle information, on passe un contrat où on demande les informations, si on les a, ça fait le logo. Enfin, comme une sorte de mécanique. Et en fait, on fait comme si travailler, c'était vraiment suivre la consigne. Ce qu'on voit, c'est que dans leur activité, elles sont confrontées, il n'y a pas de consigne. Le client, on ne sait pas à l'avance s'il sait ce qu'il veut. D'ailleurs, généralement, il ne sait pas ce qu'il veut. Et le travail, c'est déjà de l'aider à comprendre c'est quoi l'enjeu pour lui. Donc, des choses qui ne sont pas programmables. Mais vous voyez que ça veut dire que du côté du management,
on n'est plus dans respecter la consigne, puisque la consigne, c'est à construire avec le client. Donc, une vraie difficulté de ce point de vue-là. Comment on pilote ce type d'activité? Et surtout, si on enferme dans des formes de prescription très lourdes, comme ça, très industrielles, y compris, on réduit la capacité à bien faire le travail. Et on se met dans une situation où, pour ceux qui font le travail concrètement, ça devient très douloureux, parce que il y a une expression qui existe du côté de la sociologie du travail et de l'ergonomie, c'est la question de travail empêché, c'est-à-dire d'être dans un truc où on voudrait bien faire, mais ça bloque. Et le ça bloque, en fait, c'est les formes de prescription, d'organisation du travail qui nous bloquent dans cet effort de produire de la valeur de manière pertinente. Et je pense que pour les deux associés de l'agence de com, c'était ça qui était absolument central, c'était de sentir que ça marchait plutôt bien, leur agence, d'un point de vue commercial, ça marche bien. Sauf que très souvent, elles étaient prises dans... on a l'impression de multiplier les flyers, mais sans vraiment faire le fond du travail de communication, qui est ce travail avec le client, d'apprentissage, en fait, de l'embarquer dans une autre trajectoire, une autre manière de se penser, de penser à long terme sa communication, et qui était leur raison personnelle pour lesquelles elles avaient créé cette agence. Donc un truc où le succès commercial, on pourrait dire, de l'agence se retourne contre eux parce qu'ils se retrouvent à multiplier des unités de facturation classiques et à perdre finalement la chose qui les avait embarqués. Et y compris dans la manière de piloter le travail, le leur, mais ceux de leurs collaborateurs. Ça veut dire que du coup, la logique industrielle qui veut qu'une agence de banque communication, si on regarde, c'est quoi la valeur qu'elle crée? C'est évalué par un résultat. Ce résultat, c'est le site internet ou c'est un logo, c'est un livrable, c'est quelque chose presque de matériel, qu'on peut toucher ou qui est tangible. Et en fait, le fait de résumer le travail et sa valeur à ça, c'est un manque de reconnaissance considérable en fait du travail. Est-ce que c'est pas cette question du manque de reconnaissance de ce que les gens ils font réellement, ce en quoi ils sont réellement utiles, et puis aussi qu'est-ce que ça demande concrètement de rendre réellement ces services-là? Tout ça, c'est forcément balayé d'un revers de main parce qu'on va comparer un logo avec le prix d'un autre logo ou d'un flyer qui pourrait être produit de manière aussi très, 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 très industrielle via une plateforme qui s'intéresserait même pas à vos besoins réels. Est-ce que c'est pas ça la principale problématique de la santé au travail? La question de la reconnaissance, elle est particulièrement importante sur les questions de santé au travail. Christophe Dejour, notamment dans tout ce qu'on appelle la psychodynamique du travail, évoque ce point-là comme un point extrêmement important en fait, du risque entre souffrance et émancipation. On pourrait dire que la clé, elle passe du côté de la reconnaissance principalement. Je pense que en fait, c'est même encore un peu plus pernicieux, c'est qu'en faisant disparaître le travail, effectivement, ça moyennise. En fait, ça fait comme si ce que l'on produit, finalement, que ce soit fait par les deux associés là ou par n'importe qui d'autre, un logo, c'est un logo. Et ça met en fait sur le pied d'égalité avec des choses préconçues qui ne se posent pas forcément la question. Et on ne peut pas accéder à la valeur du travail du fait de cette manière de représenter les choses et de prendre des artefacts comme ça matériels, comme le condensé de toute la valeur. Donc il y a ce côté-là. Donc ce qui fait qu'on n'a pas la reconnaissance déjà avec le client. Et on se retrouve à se disputer sur le prix d'un logo, mais pas sur le travail qu'il y a à faire. On discute pas. En fait, on se met à discuter du prix du logo comme si c'était une botte de poireaux, et on ne parle pas du travail que ça va demander. Et donc, il y a déjà un déficit de reconnaissance comme ça, qui est quand même pas simple. Et puis, il y a un deuxième déficit de reconnaissance, c'est quand on veut bien faire son travail, en fait, on est amené à sortir, à déborder, à faire autre chose, à ne pas respecter le prescrit à la lettre. Et le truc, c'est que c'est une prise de risque de faire ça. Parce que ça veut dire que, alors quand on est associé de sa propre boîte, on peut se dire, oui, déborder de sa fonction, c'est pas très grave. Mais quand on est salarié, quand on est infirmier, quand on est prof, quand on est chercheur, sortir de sa fonction, c'est à la fois une nécessité, sinon on ne fait pas ce qu'on a dit qu'on ferait, et en même temps,
il faut que ça reste en lien avec la dimension de la stratégie de l'entreprise. Il ne s'agit pas de réinventer la stratégie, que chaque salarié réinvente sa propre stratégie en fonction de ce qui l'habite lui. Donc c'est là où il y a un vrai enjeu de management neuf, à la fois de reconnaissance de la prise de risque, de l'engagement subjectif des personnes dans le travail, mais aussi de les aider à ne pas faire des choix trop lourds tout seul. Parce que la reconnaissance, c'est aussi une ressource très importante pour pas être seul dans ces arbitrages. Si je choisis d'aller très vite et de faire la prise de sang à l'enfant de 8-10 ans hyper rapidement et je vois qu'il est terrifié, c'est moi tout seul qui ai décidé ça. Et donc si je le fais, on pourrait y rendre conscience. Ou si je prends le temps, que le sourire, il m'est adressé aussi à moi. Et la question, c'est comment on ne fait pas un arbitrage qui fasse que, on va mettre maintenant pas 5 minutes pour la prise de sang, mais 2 heures, c'est vachement plus confortable. Oui, mais il y a quand même une institution qui a des moyens, qui doit accueillir un volume de public, etc. Donc les décisions, elles ne sont pas à prendre de manière complètement individuelle. Et donc il y a un côté de reconnaître quelque part la capacité stratégique de toutes les personnes au travail, et en même temps d'en faire des vraies questions de stratégie. C'est-à-dire de trouver les modes pour que ça devienne des questions communes. Tu parlais tout à l'heure pour les managers du référentiel métier qu'on a produit dans le cadre du Club Noé. Ce référentiel métier, il permet aussi de donner des repères collectifs, partagés, sur ce que c'est leur propre activité, leur propre travail à tous ces managers qu'on a réunis, malgré leurs différences d'activité, etc. Donc, cette question de la reconnaissance, c'est pas juste des bons points qu'on distribuerait ou dire ah, je vois tout le travail que vous avez fait. C'est aussi dire les questions que vous soulèvent, les dimensions opérationnelles de votre travail, c'est pas des petites questions. En fait, c'est des questions potentiellement stratégiques et très importantes pour nous. Apparemment, on aurait des questions de la part des internautes sur cette question de la santé au travail. Donc, comment est-il possible de mieux reconnaître les actions d'agences de communication concrètement? Comment mettre en place un management tourné vers le contrôle? Et si manager est une activité productive, comment valoir cette production en interne auprès des collaborateurs comme en externe, auprès des clients? Je pense notamment à la dernière question, on la traitera à travers d'autres points. Concernant comment est-il possible de mieux reconnaître les actions d'agences de communication concrètement. Si on prend vraiment l'exemple de cette entreprise-là, le premier travail qui a été fait, ça a été déjà de faire prendre conscience à ces dirigeantes, d'identifier c'est quoi leur travail réel. Et peut-être qu'on devrait... il y a quand même une ambiguïté autour de ce mot travail. On l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est loin d'être aussi simple que ça. Et on tombe vite dans des grandes généralités quand même. Hein. La question nous, du coup, on fait cette distinction-là, ça a été l'une des grandes révélations aussi pour l'ensemble des managers qui ont fait intégrer le parcours manager. Ça a été de dire, mais déjà, on distingue le travail prescrit, c'est ce que tu disais, Romain, ce qu'on a prévu de faire, et le travail réel. Hein. Mais si déjà, on n'est pas en capacité d'identifier en quoi consiste réellement notre travail, hein, à identifier l'écart entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on fait réellement, si ça, c'est pas identifié, c'est aussi normal qu'on n'arrive pas à le faire reconnaître, du coup. Donc, les premières choses qui ont été identifiées et comment ça a été fait concrètement, on s'est arrêté sur des situations. On a pris du temps avec les dirigeants, on dit raconte-moi un rendez-vous avec un client et toute la relation commerciale que vous avez pu avoir. Et puis, on révélait le fait, l'écart qui pouvait y avoir entre ce qu'elle avait prévu de faire et ce qu'elle faisait réellement. Romain, est-ce que tu veux encore ajouter des choses par rapport à cette question de comment on fait reconnaître le travail? Là, on va en reparler un peu dans la session d'aujourd'hui, mais c'est cette dimension en fait d'organiser des moments d'évaluation, c'est-à-dire de se donner des occasions de mettre justement le travail en discussion avec les clients, avec les tiers, mais aussi en interne. Hein. On va parler tout à l'heure beaucoup de réflexivité, c'est-à-dire il n'y a pas une recette miracle pour faire ça. Par contre, il y a vraiment, c'est là où les concepts nous aident. Il y a ce concept effectivement d'une évaluation du travail, mais pas pour dire seulement le résultat, ce que ça a produit, mais aussi s'intéresser à ce que ça demande, s'intéresser aux raisons
aux arbitrages que l'on a quand on choisit de dériver, de faire autre chose, de faire plus, de faire moins, et d'organiser quelque part des moments à la fois pour révéler ces aspects-là, c'est-à-dire qu'on y accède. Et les deux associés avaient fait un travail, par exemple, très grand de cartographie de tout ce qu'elles faisaient pour chaque projet d'impression. Elles avaient repéré vraiment toutes les questions qu'elles se posent, comment ça s'articule, et aussi comment c'est pris en charge. Alors elles avaient fait un truc assez synthétique après autour de ça, mais ça donnait une vraie vue un peu complète. Alors pas forcément, ça ne dit pas tout, c'est-à-dire c'est des éléments assez factuels, mais ça leur donnait l'occasion de discuter de toute l'épaisseur réelle de travail qu'il y a derrière. Donc ça, c'était un moyen, par exemple, où elles se présentaient vers les clients en disant bah, un projet de communication, c'est tout ça. Alors soit en montrant la cartographie, elles en sont un peu revenues parce que c'était un peu détourné par les clients qui disaient ça je veux bien le payer, ça je le paye pas, ça je le paye, ça non, ça non. Donc plutôt un outil pour elles pour mesurer petit à petit la quantité de travail que ça va leur demander. Donc ça c'est déjà une chose. Et surtout, aussi solliciter la participation du client, le confronter lui-même à son propre travail. Parce que dans le modèle industriel, on a une habitude, hein, on pourrait dire, où plutôt la configuration fait qu'on est toujours dans un mode où, quand on fait appel à une agence de communication, c'est moi je ne sais pas communiquer, venez, je vous donne le contrat, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, puis à la fin on regarde, ouais, les couleurs ça me va, et on est d'accord. Et en fait, on se décharge de la question. On est dans un mode de la prestation avec un résultat. Est-ce que vous avez bien rendu le logo au moment où... Voilà. Et donc, on fait comme si la question, elle était facile, évidente en fait à régler. Quand on commence à rentrer dans une dimension servicielle de l'activité, en fait, on fait tomber cet a priori. Non, les clients, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent parce que ce n'est pas des professionnels de la communication. Et on rentre dans cette relation, on construit avec eux. Mais du coup, on a besoin de jauger et par définition, on ne sait pas à l'avance leur niveau de maturité sur la question. Donc il y a besoin de jauger, de comprendre où ils en sont pour aller les rejoindre, l'effort que ça va nous demander, mais aussi leur demander. Donc c'est pas qu'un problème de reconnaissance de mon travail à moi, c'est aussi de faire prendre conscience qu'on a besoin du travail de l'autre, que ça va lui demander quelque chose. Alors comment on le fait? Soit on a des petites astuces, alors on va beaucoup en parler dans la session juste après là, sur les commerciaux, hein, mais on a soit des petites astuces du type ce master plan qui leur permettait à elles soit de mettre sous le nez des gens, mais en fait de créer l'occasion de la discussion sur le process et où en sont les autres. Soit on a des questions un peu clés. Moi, je me souviens de dirigeants qui disaient la première question que je pose, c'est déjà pour savoir où ils en sont de la question. Ça va être par exemple, si vous êtes architecte, vous êtes plutôt à construire quelque chose pour toujours ou c'est pour quelques années. Des petites astuces qui permettent déjà de poser où en est l'autre. Un peu des détecteurs, des signaux faibles qu'on arrive à faire sortir. Et en fait, c'est là le point très intéressant de l'évaluation d'un point de vue serviciel, c'est que en faisant ça, à la fois on donne à voir le travail que l'on va faire, en même temps on met en discussion la valeur, parce qu'on peut dire non, vous voulez nous faire revenir sur toute notre histoire, c'est pas ça le jeu. Donc c'est aussi un moyen de s'accorder sur la valeur que l'on va accorder au travail qui est à faire. C'est là où ça fait aussi un lien avec toutes les dimensions de facturation, de contractualisation. On ne contractualise pas sur un logo lambda, en fait on contractualise sur tout le travail de relation avec cette possibilité de l'orienter et en fait de définir une valeur. On parle des fois de relation marchande sans marché, c'est-à-dire une valeur qui est singulière, spécifique à cette relation sur laquelle on s'est accordé. Et donc c'est pas une lutte contre le client en disant regardez tout ce que j'ai fait, c'est vachement bien et c'est vachement plus que ce que vous aviez prévu, donc il faudrait payer plus cher. Ça marche pas, ça. C'est pas sur ça qu'il s'est engagé. C'est vraiment de le penser dans une durée qui est au démarrage. Forcément, il comprend pas, il sait pas où il met les pieds, pas plus que nous. Et comment on organise dans le temps, dans la durée, dans la prestation, à travers l'ensemble de la prestation, des occasions de mettre en discussion cette valeur. Et on n'est pas dans ce modèle classique qui veut qu'au moment où on signe, tout est déjà réalisé presque. Sur le papier, du moment où vous avez signé l'accord, on est censé avoir fait toute la valeur. Et puis, c'est ce qui justifie qu'on est payé tout de suite, puis un peu à la fin, en se disant, voilà, on a, sur le papier, c'est bon. Comme s'il n'y avait plus rien à faire. En fait, c'est là que normalement que le travail commence. Et c'est là qu'on découvre justement un peu la profondeur de champ de ce qu'on a à faire.
Je propose qu'il y ait une question aussi sur le contrôle, qu'on la garde sur le coude, parce qu'on va traiter notamment la question de l'autonomie, et je pense que du coup, ça pourrait être quelque chose qui pourra bien matcher. Donc du coup, on a brossé un peu les enjeux autour de la santé au travail, en identifiant que la reconnaissance du travail réel n'était pas un petit enjeu. Autre grande catégorie à prendre en compte dans le nouveau métier de manager, dans les nouveaux modèles économiques, c'est la question de la coopération. Forcément, économie, la fonctionnalité de la coopération, on ne peut pas passer à côté de cette notion-là. Concrètement, qu'est-ce que c'est la coopération? Prendre en compte les contraintes de l'autre dans son propre travail, et que ça aille dans les deux sens. Je me soucie un minimum, au maximum plutôt, en tout cas un juste milieu, de qu'est-ce que fait l'autre, qu'est-ce qui l'embête, qu'est-ce qui lui résiste au quotidien, et comment, au bout d'un moment, moi, dans mon propre travail, je peux prendre en compte ces contraintes et y répondre. Cette question-là, je vais vous parler de 2 cas d'entreprises qui ont été confrontés directement, lorsqu'ils ont changé leur modèle économique, à cette question de la coopération. Un premier cas, c'est une société de packaging, a été dans le premier dispositif d'accompagnement de dirigeants d'entreprise en 2012. Et puis voilà, dans ses réflexions sur l'économie de la fonctionnalité, elle réfléchit à en quoi c'est utile le packaging, à quoi ça sert. Puis du coup, on se rend compte que le packaging, ça sert à 1, transporter de la matière, 2, ça apporte de la connaissance, et 3, il y a une notion de sécurité aussi, notamment dans l'alimentaire, etc., ou là, dans le respect de la chaîne de froid, etc., il y a plein d'enjeux de sécurité et de santé. Donc le dirigeant, il a bien compris au bout d'un moment que dans l'enjeu de l'économie de la fonctionnalité, c'est plus faire reposer la valeur sur des choses matérielles, mais sur des choses qui sont immatérielles, sur des services. Donc il se dit, très bien, du coup je suis une boîte de packaging, de négoce de packaging, je vais tendre vers le zéro packaging et je vais plutôt essayer d'apporter des solutions de transport à la matière qui apportent des connaissances et de la sécurité. Un truc un peu jargonneux comme ça, un peu abstrait, puis le dirigeant va voir ses commerciaux et annonce sa stratégie en disant, voilà, l'avenir de la boîte, c'est le zéro packaging, et on va faire ça, on va créer des nouveaux services. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les commerciaux, ils n'ont pas compris grand-chose, et surtout, ils pensaient que le dirigeant, il n'allait pas bien. Même pas en lui conseillant de prendre une semaine de vacances et de revenir avec les idées un peu plus claires, quoi. Et c'est là où on voit très concrètement que la question de la coopération, elle est centrale dans l'économie à fonctionnalité, c'est-à-dire que le dirigeant seul qui a trouvé une piste qui l'emmène vers des nouveaux modèles économiques, s'il l'a pensé tout seul et qu'il veut la mettre en place, il ne pourra pas le faire seul. Autre exemple qui illustre aussi à quel point la coopération est centrale dans ces nouveaux modèles économiques et dans la question du management, c'est une autre entreprise aussi qui, elle, a refusé, dans son premier dispositif d'accompagnement, de trouver tout de suite une solution. Une entreprise qui est dans le bâtiment et qui s'est dit, mais moi, si je commence à trouver une nouvelle offre très très différente, en rupture totale avec mon métier actuel, et que j'annonce ça à mes collaborateurs ne vont pas me suivre. Ils ne vont pas comprendre d'où ça sort, etc., etc. Donc là, et surtout, je ne suis pas suffisamment bien organisé en interne pour pouvoir réellement transformer mon modèle économique. Donc première chose qu'il a fait, c'est de transformer son organigramme, de repenser totalement les relations de travail au sein de cette entreprise et dire que c'est quoi le rôle de la direction, c'est quoi le rôle des managers et c'est quoi le rôle des personnes qui installent les chaudières, puisque c'est une entreprise qui installe des chaudières entre autres, pour voir un peu quelles sont les corrélations entre ces différents axes et puis le client aussi, qu'est-ce qu'on lui demande comme travail et comment il fait partie quelque part aussi de l'entreprise. Romain, quand je dis un petit peu ces 2 trajectoires entreprises qui ont abordé la question du management, mais la question des nouveaux modèles économiques de manière totalement différente. Comment tu vois les choses? Ouais, je pense que là, on parle notamment d'une des formes de la coopération qui est extrêmement importante, qui est déjà la coopération verticale. Alors, en fait, avec l'EFC, on distingue 3 formes de coopération. La coopération verticale, c'est celle entre le dirigeant ou le manager et ses subordonnés, enfin les salariés de l'entreprise, son équipe. Et en fait, des échelles différentes, puisque tout le monde ne peut pas être partout tout le temps dans l'entreprise. Il y a une nécessité d'une coopération et d'une confiance aussi qui s'installe entre l'élaboration quelque part d'une stratégie
qui est souvent du domaine du dirigeant de l'entreprise, et puis on pourrait dire en cascade derrière, et puis aussi la conduite opérationnelle du travail. Et en fait, cette coopération, elle est très importante et elle a besoin de fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois on attend d'un dirigeant qu'il sache où il veut aller, c'est-à-dire quelle orientation il donne à son entreprise, ça c'est extrêmement important. Et en même temps, on a besoin qu'il soit à l'écoute, qu'il comprenne ce qui se joue dans l'opérationnel. Notamment sur un point, c'est quand je suis face à un dilemme, à un arbitrage dans mon propre travail, la stratégie doit m'aider à choisir. Donc ça, c'est, on pourrait dire, un mode important. Mais il y a un autre aspect dans l'écho de la fonctionnalité qui est très important pour la coopération. Tu parlais que ça aille dans les deux sens. C'est quand je suis dans l'activité, j'ai des dilemmes qui remontent, qui sont des dilemmes pratiques, concrets. Combien de temps je donne au client sur la communication? Combien de temps je prends avec lui? Est-ce que je donne la priorité à voir le chef d'entreprise ou la responsable ou le responsable de la com? Comment je m'y prends? Et en fait, là, il y a des questions qui potentiellement recèlent des questions stratégiques. J'ai besoin aussi de pouvoir les adresser au manager. Et le manager, du coup, a ce rôle particulier dans cette dimension de coopération verticale, qui est d'être quelque part le garant d'une capacité à coopérer entre le stratégique et le quotidien. Ça, c'est quand même une fonction particulièrement importante, parce que dans le modèle industriel, pour reprendre celui-ci, le manager, d'ailleurs la figure, on pourrait dire, c'est plutôt celle du contremaître que du manager, mais c'est la déclinaison d'objectifs qui sont décidés comme stratégiques par ailleurs. Et donc, lui, le manager dans ce cadre-là, il vise à opérationnaliser à son échelle des objectifs décidés ailleurs et puis faire en sorte de les tenir. Et donc à essayer de faire en sorte que la prescription soit la plus précise possible, que le travail soit le plus encadré, contrôlé, on reprendra cette question possiblement, pour réaliser les objectifs un peu en cascade. C'est un peu caricatural, mais vous voyez, c'est cette posture d'un sens unique derrière, et pas d'une coopération. Ce que vise le manager, c'est surtout la coordination, c'est-à-dire comment il place toutes les énergies de manière à ce que ça donne le meilleur agencement possible. Mais ça ne pose pas de questions nouvelles normalement pour lui. C'est le rôle d'une autre fonction qui va être la recherche et développement, les bureaux de méthode, etc., qui, eux, vont essayer de faire ce travail. Mais vous voyez, on fait comme si les gens qui travaillent ne sont pas confrontés à des questions stratégiques. En fait, notre pari, notre hypothèse, c'est qu'elles le sont très souvent, et que là-dedans, il y a une sollicitation très forte vis-à-vis du métier de manager. Et d'autant plus dans les activités servicielles où on est confronté à des arbitrages, on ne peut plus complexe, on ne peut plus non maîtrisable, on pourrait dire. Et donc, il y a un vrai besoin de management. Ça, c'est une chose très importante, parce qu'il y a pas mal de dirigeants, mais peut-être que tu vas en dire 2 mots après, qui sont passés par un mouvement qu'on appelle l'entreprise libérée. Alors, c'est pas pour en vouloir à ce mouvement en particulier, mais cette idée qu'en fait, on aurait besoin de faire disparaître l'encadrement. Et de notre point de vue, il y a une vraie question, parce que faire disparaître l'encadrement, c'est aussi faire disparaître cette ressource dont ont besoin les personnes qui travaillent, et cette capacité à articuler l'opérationnel et le stratégique. Après, les 2 autres formes de coopération, il y a donc une coopération horizontale à l'intérieur de l'entreprise, avec ce que tu dis, c'est prendre en compte dans son propre travail le travail de l'autre, et en fait, dans le travail de l'autre, c'est les propres contraintes de l'autre. Qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui le préoccupe? C'est quand même une chose pas toujours simple quand on est designer et qu'on est avec quelqu'un qui est spécialisé dans la stratégie de communication. Faut comprendre ce que sont pour bien passer la commande au designer, il faut comprendre un petit peu son métier, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, comprendre aussi un peu les repères de son propre métier. Alors pas pour devenir soi-même designer, on ne va pas tous faire tous les métiers. Mais c'est important quand même d'avoir ces moments où on verbalise aussi ce qui ne va pas. Pourquoi la commande que tu passes, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas suffisant, il faut rentrer ensuite dans ça ne va pas, parce que voilà ce que ça heurte dans mon activité. Avec un point peut-être qu'on met souvent en avant, c'est de ne pas tout de suite choisir l'option personnalisée. C'est-à-dire les gens ne veulent pas coopérer parce que non, mais lui, de toute façon, il ne coopère jamais. Mais le problème de cette option, c'est qu'elle fait disparaître l'enjeu du management. C'est plus un problème de management, c'est un problème de personne, et donc le manager n'a rien à y faire. Donc, comment on joue de se dire, non, les gens ne sont pas d'abord de mauvaise volonté. Ça existe, les gens de mauvaise volonté, on ne va pas se cacher non plus, mais ils ne sont pas d'abord de mauvaise volonté. En fait, ça heurte leur travail.
Et donc c'est de ça qu'il faut discuter pour organiser la coopération. Enfin, la troisième coopération, c'est la coopération dont on parlait tout à l'heure avec le client. Alors là, c'est encore pire, parce que le client, il n'est pas subordonné. On ne peut pas passer par un chef qui dit « Oh, monsieur le client, faites ce qu'on vous a dit ». Ça ne marche pas. Il fait ce qu'il veut, le client. Et d'ailleurs, il fait ce qu'il veut avec des grilles qui ne sont pas nos grilles professionnelles. Un chauffagiste, il vendrait qu'à des chauffagistes. Bah, ce serait facile. Il leur expliquerait. Mais le problème, c'est que les chauffagistes, ils n'auraient pas besoin de lui. Donc si on a besoin les uns des autres, en fait, c'est parce que les gens, ils ne maîtrisent pas notre milieu professionnel, nos compétences. Et en même temps, ils ne comprennent pas tout de suite. Donc ça, c'est un premier enjeu. Ensuite, on ne peut pas utiliser de levier de subordination classique. Et ensuite, on ne va pas pouvoir le contrôler. Et donc, on a besoin d'organiser cette coopération, c'est-à-dire de trouver des moyens de faire une sorte d'extension de l'organisation chez le client, avec le client. Et pas contre, d'ailleurs, pas contre lui. Ce n'est pas de le convoquer sur des obligations qu'on lui imposerait. C'est bien de dire, non, on va organiser le travail. Alors, peut-être pour boucler la boucle, et puis je te laisserai reprendre après, Simon, ça veut dire quand même que la coopération, c'est pas juste un problème d'envie. C'est pas d'avoir envie de bosser ensemble. Les gens, ils ont globalement envie de travailler ensemble. En général, on a envie de travailler pour son client. C'est pas le problème. Par contre, c'est pas du tout facile. Parce que se dire, bon, il comprend pas. Je me souviens d'un dirigeant, d'un manager qu'on avait accompagné, commercial d'ailleurs aussi, qui disait, mais mon client, je lui offre mieux, moins cher, il en veut pas. La conclusion, c'est qu'il est fou. Eh ben non, il n'est pas fou, mon client. Ou bête. Ou bête, voilà. C'est fou ou bête. Il dit, bah non, je le connais, c'est un gars bien, machin. En fait, non, le client, il est juste embêté. Parce que la forme que prend la proposition qu'on lui fait, en fait, ça vient perturber sa propre organisation du travail à lui. Et c'est inacceptable comme ça. Enfin, on peut dire, en l'état, c'est trop coûteux pour lui d'accepter. Et parce qu'on ne voit pas toutes les contraintes qu'il a. Donc c'est pas juste d'avoir envie, c'est bien de mettre en place une organisation, et c'est très exigeant de tenir dans la durée la coopération. C'est extrêmement exigeant. Et c'est pour ça que le manager, il a un rôle particulièrement central, parce que au Club Noé, un temps on t'appelait garant de la coopération, alors ce qui est toujours assez vrai, mais on voit bien, c'est une fonction extrêmement importante. Le manager, c'est celui qui doit se préoccuper de l'organisation, de la qualité de la coopération, et du coup aussi de repérer les moments où ça frotte un peu, où il y a des questions à creuser. Parce que c'est pas une question réglée une fois pour toutes. C'est pas non plus de l'ingénierie, la coopération. C'est pas juste une belle organisation ou un beau système de fonctionnement. C'est en fonctionnement que ça se voit. C'est quand c'est en train de se faire que ça se voit. Donc le rôle du manager, c'est d'être très vigilant à ces questions particulières de coopération. Et tout le monde ne peut pas s'en préoccuper dans une entreprise. On a besoin de figures un peu comme ça. Dont c'est le travail. Dont c'est le travail. Et c'est un vrai travail. On a l'impression que manager, c'est une sorte de fonction qu'on peut faire en plus. On est responsable commercial et manager des équipes. Et comme si c'était pas un travail. En fait, c'est un travail très lourd, le management. On va y revenir justement à quel point potentiellement on est passé à côté, enfin en tout cas certaines expériences sont passées à côté de finalement à quoi ça sert un manager, puisque on va rentrer maintenant sur la question de l'autonomie. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, les dirigeants autour de nous et les managers rêveraient d'avoir des salariés autonomes. Ils essayent de savoir mais comment je peux rendre davantage autonomes mes collaborateurs, à tel point qu'on a une entreprise qui est dans le milieu industriel, qui fait de la maintenance de machines-outils, et qui, pour essayer dans cette logique de rendre les gens plus autonomes, a décidé de supprimer les rôles d'encadrement. Donc, grosso modo, les managers, tout le monde, grosso modo, est à égalité, a la même capacité d'autonomie, de prendre des initiatives, des décisions, etc. Et puis, la main invisible de la coopération fera le reste, quoi. Ça a duré 6 mois, en réalité, puisque c'est quelque chose qui n'a pas réellement fonctionné. Il a fallu quand même prendre en compte un certain nombre de problématiques, le fait qu'on ne sache pas. D'ailleurs, c'était l'autre figure assez antagonique de l'enjeu de l'autonomie, c'est il fallait quelqu'un qui soit un leader, quoi, qui met tout le monde au pas et qui embarque tout le monde, et comme ça on ne discute pas, on ne perd pas de temps et on y va. Et c'était très rigolo de voir un peu ces deux extrêmes-là, ces deux demandes totalement antagoniques qui, en l'espace de quelques mois, ont été proposées par les collaborateurs. Et cette autonomie, un autre exemple assez significatif
d'une entreprise qui installe des installations électriques et qui dit vraiment mes collaborateurs, j'aimerais aussi qu'ils soient plus autonomes parce qu'ils m'appellent énormément pour des choses. En fait, ils n'ont pas besoin de m'appeler. Ils ont la compétence de pouvoir choisir tel produit plutôt qu'un autre et je ne sais pas pourquoi ils m'envoient un SMS pour choisir le produit à installer, alors qu'il est tout à fait capable de pouvoir le faire. Et donc il ramène ça du coup dans le parcours manager et on lui fait prendre conscience que en fait, dans le choix du matériel qu'il va poser, en fait, il y a énormément de questions stratégiques qui sont posées derrière. Ce n'est pas juste une question d'autonomie, c'est qui en réalité endosse la responsabilité de prendre cette décision stratégique. Et ça n'a jamais vraiment été pensé comme ça. Vraiment, c'était comme si voilà, c'était le choix d'un matériel, c'était anodin en réalité, parce que voilà, on n'accède pas au travail réel. Encore une belle illustration dans une logique classique, tu te débrouilles pour acheter ton matériel et tu l'installes, comme si c'était quelque chose de simple, c'est un prescrit sans enjeu particulier. Ou alors, non, si je veux vraiment rendre service à mon client, le choix du matériel, il va être totalement un enjeu redoutable pour pouvoir atteindre cette performance-là. Quand je te dis un peu ces deux exemples, c'est cette envie qu'ont les managers d'avoir des salariés totalement autonomes. Ça t'inspire quoi? C'est dans le parcours, c'est un sujet qu'on a effectivement beaucoup rencontré, cette question de l'autonomie, et avec une forme un peu d'incompréhension que tu indiquais, c'est-à-dire l'autonomie vue comme débrouillez-vous. Et en fait, comme si les organisations pouvaient se passer d'organisation, si on le dit un peu comme ça à la boutade. Hein, mais en fait, le côté de dire des gens autonomes, on ne devrait rien leur demander, ils font tout seuls. Et alors, le problème, c'est que déjà, les gens ne sont pas l'ensemble de leur organisation. Ils sont aussi, c'est très rare hein, que, par exemple, si on prend les travaux électriques, hein, qu'on ait une personne qui fasse tout de A à Z. Il y a besoin de bureaux d'études, il y a ensuite besoin d'installation, il y a différentes formes d'installation, il y a besoin de commander du matériel, il y a besoin... Donc les gens, ils sont forcément en relation les uns avec les autres. Et soit on fait disparaître l'organisation et on dit l'autonomie, c'est l'affirmation personnelle. Et en fait, il nous faut que des leaders, que des gens qui soient très affirmés. Et on ne comprend plus pourquoi il y a besoin d'une organisation, d'ailleurs, pour ça. Et surtout, il y a le risque, c'est que ça devienne autant d'entreprises que de personnes. Alors que l'autonomie, on peut aussi se dire, c'est comment, en situation, on a une capacité à prendre en charge un certain nombre de choses. Mais quand même, ça s'encadre. C'est-à-dire, on n'est pas autonome pour tout faire. On ne peut pas tout faire. D'abord parce que le réel, il est bien plus complexe que ce qu'on pourra jamais imaginer. Et donc, si on dit, vous vous chargez de tout, c'est pas un prescrit, ça. Et ensuite, il y a le fait que on n'a pas toutes les ressources à soi. Donc, il faut les mettre à disposition. Il faut savoir où elles se situent, comment on les sollicite, comment on les organise. Donc, un peu de manière contre-intuitive, mais l'autonomie, ça demande une organisation beaucoup plus importante. Alors, ça ne veut pas dire en nombre de personnes, je ne compte pas en nombre de managers, hein, c'est pas ça, mais c'est exigeant du côté de l'activité des personnes. C'est-à-dire que ça demande que l'autonomie, ça soit organisé, que ça donne appui, ça prenne appui sur des ressources collectives et pas sur cette idée d'une autonomie personnelle. Mais c'est comme, d'ailleurs, on avait eu un peu le même genre de paradoxe sur la fonction de manager, où quand on pose la question à des managers, tout ce qui les embête, en fait, c'est le contenu du métier de management. Eux, ils voudraient bien avoir uniquement des fonctions qui sont, on pourrait dire, faciles, un peu factuelles, de dire, moi, ce qui m'embête, c'est les gens qui viennent dans mon bureau. Je ne sais pas si tu te souviens dans le premier parcours, c'est les gens qui viennent dans mon bureau pour me poser des questions imprévues. Oui, et en même temps, c'est ça la valeur du métier particulier de manager. Avec là, pour le coup, dans l'entreprise là de maintenant, c'était une vraie difficulté. C'est qu'une fois qu'on a fait disparaître les managers, les gens, ils vont chercher les gens qui sont disponibles. Alors, les ingénieurs méthodes là-bas, ils devenaient dingos parce qu'ils ne pouvaient pas se concentrer 20 minutes sur un plan. Parce que tout le temps, il y a besoin d'eux. Et pas de moyens de canaliser, réguler, penser, en fait, l'organisation. Et en fait, chacun joue son autonomie contre l'autre. Et alors ça donne pas une entreprise... Alors, ils n'allaient pas si mal que ça. Mais alors, par contre, en termes de travail, ils voyaient bien que ça fatiguait un certain nombre de personnes chez eux.
Si je regarde un petit peu les questions qui ont été posées, c'est comment ces transformations des métiers sont vécues par les managers et les collaborateurs dans les entreprises qui ont été accompagnées, entre avant et après les transformations du modèle économique de l'entreprise. Comment former un bon manager et quelles sont selon nous les compétences du manager de demain? On- Vas-y, oui, tu voulais? Ouais, mais alors déjà, merci beaucoup pour ces questions. Enfin, du coup, c'est bien, on va avoir beaucoup plus d'interactions que ce qu'on imaginait, et c'est très bien. Euh, Sur la transformation, je te laisserai répondre parce que je pense que c'est plutôt toi qui as le contact avec les entreprises au quotidien et donc la possibilité aussi de dire, enfin, de donner des retours, un peu de réflexivité pour toi. Alors, sur la formation d'un bon manager, alors c'est une vraie question aujourd'hui, puisque en fait, il y a déjà, mais comme pour les dirigeants, à vrai dire, on n'apprend pas aujourd'hui à être dirigeant, on apprend de manière très théorique, en fait, le métier de management, en général avec des grilles, un peu des astuces. Quand on n'est pas très sympa, on dit il y a des livres de recettes en management, comment on fait pour travailler les compétences, comment on repère les profils des personnes, comment. Donc il y a un peu ces côtés d'outils. On est enfin, très tourné vers les outils. Ça va rejoindre la question des compétences du manager de demain, en fait, du manager dans une perspective servicielle. On voit que ça demande en fait des compétences qui sont aussi par exemple, des compétences d'écoute. Alors, quand on dit ça, ça paraît tarte à la crème, c'est facile l'écoute. Mais, enfin, c'est facile, il suffit de s'asseoir, on met quelqu'un face à soi et c'est bon. Mais en fait, ça se travaille la dimension de l'écoute, pas comme comme une astuce, mais c'est aussi d'avoir écouté, ça veut dire aussi être capacité d'entendre. Pour entendre, vaut mieux avoir une vision, un peu en fait, un modèle conceptuel en tête. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre pari. Quand on fait les formations de dirigeants à l'EFC, les accompagnements, on commence par leur dire, on va vous donner une grille de lecture. Et c'est très important qu'un manager, il ait une grille de compréhension de qu'est-ce qui se joue dans son entreprise, pour savoir qu'est-ce qu'il écoute. Parce que le tout, c'est pas de s'installer et d'entendre les gens parler, c'est pas ça le problème. C'est à quoi je dois être attentif. Donc ça, au centre des jeunes dirigeants, ils parlent de l'écoute active. Ils ont une formation chez eux d'écoute active qui est, je pense, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on rencontre beaucoup de dirigeants pour qui ça parle tout de suite ce qu'on raconte, parce que ils voient bien que c'est un pas, enfin un levier extrêmement important. Alors ensuite, écouter, c'est prendre le risque d'entendre, et ça veut dire aussi être capable de faire réatterrir ce qu'on a entendu. C'est pas le tout d'écouter en disant bah quand même ma porte est toujours ouverte, je vous écoute. Non, il faut ensuite où est-ce que ça atterrit, comment aussi on trouve le moyen de dépersonnaliser, de sortir de la situation individuelle et spécifique qu'on peut rencontrer pour mettre en discussion en fait des choses qui sont des questions d'organisation. Donc ça demande un travail de traduction que le manager a besoin de faire. Donc ça fait une deuxième compétence. Il y a l'écoute, il y a cette dimension de traduction. Il y a aussi cette dimension dans la traduction on pourrait dire une traduction dans l'autre sens, c'est-à-dire comment les questions stratégiques, on trouve des moyens de les traduire, de les mettre à l'épreuve des dimensions plus réelles, plus concrètes du travail. Donc, après, les formations aujourd'hui pour les managers, en tout cas, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'inventer la formation du manager de demain. Et c'est d'ailleurs le pari qu'on a pris avec les dirigeants, enfin les managers qui sont dans le groupe. Et d'ailleurs, ça a été notre méthodologie de venir avec plutôt une feuille blanche, sauf sur les questions de modèle économique, nos intuitions, nos hypothèses sur le management, qu'on a confrontées à leurs expériences. Alors, du coup, ça permet de reboucler avec la question sur les transformations qu'on a vues, puisque ce que je suis en train de vous raconter là, vous voyez, c'est pas une théorie dans un monde, dans une discussion uniquement et purement disciplinaire. En fait, c'est quelque chose de mis au travail dans les entreprises et que nous, on essaye petit à petit d'étayer et de constituer. Et le référentiel qu'on a construit, finalement, c'est la forme aboutie de ce qui compose, quelque part, le métier du manager de demain. Avec un tout dernier point, puis je te passe la parole, c'est cette question aussi d'une capacité à organiser ce qu'on va appeler le travail réflexif. C'est-à-dire une capacité à mettre en place dans son entreprise des dispositifs qui permettent de mettre en discussion le contenu du travail, les contenus de la coopération,
et de le faire, alors de manière, il n'y a pas de règle absolue, là c'est pareil, parce qu'entre je pense toujours comme ça, mais à une entreprise qu'on avait accompagnée il y a assez longtemps maintenant, qui est une pisciculture, où les gens ils sont tous dehors, pas très nombreux, et puis un notaire, ou un avocat, ou une grosse boîte où il y a plein de services différents, plusieurs sites, etc., c'est quand même pas exactement les mêmes questions qui se posent. On y reviendra un peu vers la fin, mais c'est cette capacité du manager à concevoir des dispositifs réflexifs dans sa propre entreprise. Sur la question aussi, c'est une très bonne question, c'est quoi un bon manager du coup dans notre affaire? De toute façon, le métier de garant de la coopération, quelque part, parce que manager, en plus c'est un anglicisme, c'est quand même un mot assez curieux quand même, où on ne sait pas très bien ce que ça regroupe dans le réel. Donc le passage par l'anglais nous aide pas vraiment. Par contre, si je dis que c'est le garant de la coopération, ça s'en dit déjà un peu plus. C'est pas forcément d'une clarté absolue, mais quand même, c'est quand même un peu plus clair. Et la capacité du coup qu'un manager a accéder au travail réel des gens, de savoir que entre ce qui était prévu et ce qu'il a fait réellement, il y a toujours la personne qui a fait ça, elle a des raisons qui sont avant tout professionnelles. Pour savoir c'est quoi un bon manager, je vais passer du coup c'est quoi un mauvais manager. Un mauvais manager, c'est quelqu'un qui va tout réduire, toutes les problématiques de l'entreprise à des questions de personnes. Tu l'as dit tout à l'heure, où c'est avec un tel on ne peut pas coopérer parce qu'il est trop caractériel, ou il est trop ceci, ou il est trop cela. Donc toute la dimension de travail, là encore une fois, elle est totalement mise de côté. On parlait de manque de reconnaissance. Il n'y a rien de pire du coup de poser les problèmes vécus dans l'entreprise en personnifiant cette affaire. Donc du coup, et c'est pas simple quand même, parce que quand même, dans l'entreprise au quotidien, il y a des situations compliquées, etc. Et ça va tellement plus vite de dire qu'un tel, de toute façon, c'est pas normal que vous ayez telle problématique, parce qu'en fait, avec lui, ça peut que se passer comme ça, quoi. Ça personnifie l'affaire. Quelqu'un qui dit au bout d'un moment, attendant, qui a le recul pour dire, oui, non, mais qu'est-ce qui se passe dans son travail pour au bout d'un moment qu'il ait fait ce choix-là, qu'est-ce qu'il a comme repère professionnel qui l'a poussé à faire ce choix-là, qui a posé un certain nombre de problèmes. Ça, quand même, ça demande une prise de recul et voilà, une vision du travail qui est pas si bien répandue que ça, quoi, en réalité. Sur les transformations avant et après ce changement de modèle économique, il y a eu un peu plusieurs étapes, comme je le disais en introduction. Au départ, on n'accompagnait que des dirigeants d'entreprise. Ça n'a pas exactement été les mêmes vécus du coup. Lorsqu'on accompagnait des dirigeants, on les déformait à l'économie à fonctionnalité, puis on les jetait dans le grand bain. Que quand on s'est dit peut-être en fait que notre accompagnement, c'est d'accompagner non seulement le dirigeant, mais également ses salariés, mais aussi tout son écosystème, c'est-à-dire mettre des clients dans la boucle, des fournisseurs, etc. Pas le laisser tout seul, quoi. Donc forcément, il y a un avant et un après ce qu'on a pensé en termes d'accompagnement. Il y a les premiers dispositifs d'accompagnement lorsque les entreprises arrivaient, comme je disais tout à l'heure, en disant l'avenir de la boîte, c'est le zéro packaging ou d'autres choses de ce type-là, où on travaillait de façon, encore une fois, les questions stratégiques qu'avec le dirigeant. Mais le dirigeant, certes, au bout d'un moment, on attend de lui qu'il apporte une vision stratégique, mais s'il la pense tout seul dans son coin, c'est perdu. On est passé toute cette dimension du travail réel, c'est ça qu'il faut ramener pour penser la stratégie. Et on n'assistait pas suffisamment sur ça à l'époque. Donc du coup, voilà, on a eu des entreprises qui ont perdu 50% de leur masse salariale en changeant de modèle économique. Donc il y a eu un peu de casse. Il y a des dirigeants qui sont séparés de leurs associés également. Et une fois qu'on a pensé cet accompagnement de manière beaucoup plus globale, alors là par contre ça a été, et surtout partir de l'intuition d'un nouveau modèle économique. On va la travailler avec le décideur, celui qui prend les décisions stratégiques, mais on va pas le faire qu'avec lui, sinon on passera à côté d'enjeux trop importants pour une vraie transition qui se passe bien, aussi bien pour les collaborateurs, le dirigeant, et puis pour l'ensemble des parties prenantes externes. Pour donner quelques exemples de ce qui est mis en place par les entreprises pour incarner un peu ces choses-là, alors ça nous fait passer un peu rapidement, enfin avancer un peu sur des questions qu'on voulait traiter plus vers la fin, mais c'est pas grave. Mais je pense notamment à une entreprise de bureautique, par exemple, qui s'est rendu compte du conflit de logique entre son commercial et ses techniciens.
En fait, conflit de logique était amené par une forme de prescrit particulière, qui est un mode de rémunération du commercial au volume des affaires, qui en fait l'encourageait à ne pas coopérer avec les techniciens et surtout à sous-évaluer leur travail pour réduire la note pour le client. Et en fait, après, il se retrouvait à mettre la pression aux techniciens pour qu'ils tiennent ce qu'il y avait finalement de contractualisé. Puisque s'il y avait un dérapage trop grand du temps des techniciens, ben, finalement, il se retrouvait à perdre des bouts de ce que lui pensait avoir accumulé. Donc là, on pourrait dire que c'est un peu la découverte. Derrière, c'est de se dire, mais du coup, comment, en tirant ce fil-là, donc on peut le régler en disant, on va changer le mode de rémunération. Bon, c'est pas si simple que ça à faire avec le commercial en place. Donc quand le commercial est parti, puisqu'il est parti au bout d'un moment, on le remplace par un autre sur d'autres bases. Ça, c'est le premier, on pourrait dire un peu la base. Mais ensuite, c'est de se dire, mais le problème qu'il y avait, c'était pas juste un conflit de rémunération. C'est aussi une difficulté pour le commercial à comprendre ce que font les techniciens, ce qu'ils vont être amenés à faire. Et les techniciens, d'ailleurs, eux-mêmes avaient une capacité à dire au commercial, ça vaut le coup, ça ne l'est pas. Et c'est une question quand même intéressante, et on va revoir ça juste après avec les commerciaux, mais cette question de la coopération interne entre des métiers différents, c'est quand même quelque chose de très important pour que ce qui va être mis en place concrètement ensuite opérationnellement, ce soit pertinent. Je vois ici, il y a toute une installation technique. On a des techniciens très sympas derrière les tables. Si le commercial qui discute de l'installation, il sous-évalue le matos parce que c'est plus facile à vendre d'avoir un matos de mauvaise qualité ou beaucoup plus réduit, c'est eux qui sont embêtés après. Donc comment on organise la coopération entre les techniciens qui sont là, qui ont une vision de la qualité de leur travail, et le commercial pour qu'ils ne vendent pas n'importe quoi. Cette dimension-là de coopération, donc là je suis sorti de mon exemple, mais ça a été un point de départ. Pour organiser ça, ensuite, c'est comment on fait. Parce que les techniciens, ils ne rencontrent pas tous les matins le commercial. Le commercial, il est sur les routes ou au téléphone. Le technicien, il est dans l'atelier ou chez le client. Et donc, par exemple, ils ont installé un dispositif interne de fiches de suivi dans lesquelles ils peuvent faire remonter leurs premières questions. Et ensuite, ils ont une réunion où ils disent « Mais quand tu as écrit ça, tu veux dire quoi ?» Et ça, c'est très important, parce que mettre une fiche de suivi, on va pointer des trucs, mais on ne sait pas très bien. On ne part pas dans l'idée que les gens, parce qu'ils ont écrit, c'est clair. Non, on va dire, quand tu dis ça, c'est quoi le problème? Et de faire comme ça une instruction courante, toutes les semaines, du coup, ils suivent, ils regardent les trucs, tiens, c'est bizarre, ça ressort souvent. Ce truc-là, c'est nouveau, on n'avait jamais rencontré cette situation. Et donc, par ce travail-là, en fait, de faire que... Et ils ne sont pas très nombreux, ils sont 6, je crois, dans cette entreprise. Il y a que le commercial, ils comprennent mieux les techniciens, que les techniciens, ils comprennent le boulot du commercial, mais il y a aussi la comptable qui participe, qui est ravie d'y être parce qu'elle comprend mieux, du coup, derrière les factures, pour savoir qui je relance, etc., c'est bien de savoir quel est l'accord commercial qu'on a construit avec, de savoir comment ça se passe chez le client, parce que quand même, une fois, on pourrait dire classiquement, le commercial passe en premier, puis on a des techniciens, puis à la fin, il y a la facturation. Normalement, c'est dans cet ordre-là. Et là, on a quelque chose où, non, on peut... Le contact, certes, il se déplace, mais on garde avec toute l'équipe. Et enfin, il y a cette dimension de la personne à l'accueil, qui était un peu vue comme... pas par le dirigeant, parce que c'est pas très sympa, mais qui était un peu une personne... on a besoin d'avoir quelqu'un qui décroche le téléphone. En fait, elle se révèle comme étant une ressource colossale, parce qu'elle entend. Tous les clients passent par elle. Donc, y compris de remobiliser cette ressource pour elle lui permettre de mieux répondre aux clients, mieux prendre en charge, ça demande qu'elle comprenne l'organisation du travail des autres. C'est un exemple de transformation qui n'est pas spectaculaire. Ils n'ont pas non plus... Alors, par contre, en termes d'effet sur la santé au travail, sur le climat interne de l'entreprise, il y avait un turnover de folie, par exemple, sur les agents d'accueil. Là, ils ont la même qui reste toujours et qui est même, je crois, a pris, je ne sais plus si c'est elle ou la comptable qui a pris le pilotage du groupe de restitution, parce que c'est devenu un truc, en fait, ça lui fait du bien dans son travail, ça l'aide et ça permet de beaucoup mieux répondre aux clients derrière. C'est-à-dire ça a la double vertu de soigner le travail en interne, mais pas juste parce qu'on est sympa et qu'on est philanthropique et qu'on veut prendre soin des gens, ce qui est déjà très bien, ce qui devrait être un minimum, mais ce qui est déjà très bien, mais aussi parce que ça fait sens d'un point de vue économique. Et donc c'est pour ça que dans les transformations, ce qu'on constate, c'est pas les mêmes partout, c'est pas le même niveau d'investissement. Il y a des fois c'est plus faible,
mais il y a toujours cette envie de tenir l'enjeu du travail comme levier pour tenir la question économique. Et ça, c'est extrêmement intéressant en fait dans tout ce qu'on a fait, et c'est motivant parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans un point. Alors les gens d'Alliance connaissent ça très bien, d'une responsabilité sociétale des entreprises qu'on fait quand on a les moyens. Puis quand on n'a plus les moyens, on ne le fait plus parce que c'est un coût qu'on voit comme à côté. Là, on est dans des expérimentations, dans les types de transformations où les dirigeants arrivent à marier, des fois modestement, mais ils arrivent à marier enjeu du travail, prendre soin des gens, comme levier d'une performance économique. Et derrière, ce levier-là, alors ça passe beaucoup par le management, la qualité de ce management et le fait de passer du temps, d'investir, on va dire ça un peu après, on va clarifier ça, mais d'investir sur le management. Effectivement, il n'y a pas de, je disais tout à l'heure, de main invisible de la coopération qui fait que voilà, les commerciaux d'un côté, les techniciens de l'autre, la compta, etc., ont pris conscience qu'il faut coopérer et on va le faire. En fait, du coup, ça répond aussi un peu à la question de c'est quoi un bon manager. Le bon manager, c'est celui qui est en capacité d'organiser ses temps pour faire coopérer ces différents types d'acteurs. Ces temps-là, on appelle ça des temps réflexifs, c'est-à-dire que le mieux pour pouvoir comprendre le travail de l'autre, c'est pas tant d'être dans une prospective, à savoir comment on fait juste les choses mieux demain, parce qu'on va retomber sur beaucoup de prescrits en réalité. On va être dans des grandes généralités. Par contre, si on revient sur une situation qui s'est déjà passée, ensemble, collectivement, et on dit voilà, le travail sur l'accompagnement de ce client, pour moi commercial, a consisté à ça, pour moi technicien, a consisté à ça, pour la compta, etc., etc. Là, on accède un petit peu plus au travail réel des uns et des autres, et ces temps-là, du coup, le fait de revenir sur les actions, vont nous aider sur 3 enjeux, sur lesquels on reviendra individuellement. Le premier enjeu de ces temps réflexifs, c'est de l'évaluation, de qu'est-ce qu'on a réellement produit en termes de résultats, mais surtout aussi comment on l'a produit. Et on s'arrête sur ces 2 enjeux-là d'évaluation. C'est aussi un enjeu de professionnalisation, c'est comment on arrive en revenant sur les situations qui se sont passées, en discutant collectivement, ce que les entreprises font très très rarement. Le nombre de fois où on entend quand même qu'on n'a pas le temps de revenir sur mais en quoi on a réellement rendu service à notre client. On ne revient jamais sur un projet qui s'est déjà passé. On a terminé un projet, on passe à l'autre. Puis c'est tout, on fait comme si voilà, c'était réglé à faire classer. Alors qu'en réalité, quand on discute avec les salariés, aussi avec les managers, le nombre de situations de travail qui restent comme ça, ancrées dans la tête des gens, même si elles sont passées, on est très loin d'être passé à autre chose, quoi. Et on n'y revient jamais. Donc il y a un enjeu de professionnalisation dans ces temps réflexifs, c'est comment on développe des repères professionnels en se rendant mieux compte de en fait, qu'est-ce que l'on fait réellement. On gagne en efficacité, on gagne en garantie, en repères. Et ensuite, surtout, c'est un enjeu d'innovation, puisqu'effectivement, quand on revient sur ce qui a déjà été fait, qu'on se dit, mais en fait, la prochaine fois, je le ferai différemment, je vais remettre en place des choses qui sont en réalité très, très innovantes. Du coup, je disais, pour chacune de ces 3 dimensions de la réflexivité, de temps réflexif, on va vous donner des cas concrets d'entreprise. Et notamment sur la question de l'évaluation, on a accompagné une structure qui fait de l'édition de logiciels, qui accompagne ses clients sur la transformation digitale et numérique. Et a bien pris conscience qu'en fait, encore une fois, dans un modèle économique classique, on achète un site internet ou on va acheter telle application ou telle programmation, etc., etc. Donc encore une fois, un résultat, un livrable tangible, etc., etc. Sauf que la valeur de ce qui était apporté ne résidait pas du tout sur ce livrable. En tout cas, oui, pas que ce soit livrable, mais sur tous les effets utiles, sur l'accompagnement qui avait été proposé par cette entreprise pour pouvoir faire les bons choix qui correspondent aux réels besoins du client. Tout ça, c'était totalement invisible. Et puis, surtout, le dirigeant s'est rendu compte, lorsqu'on a accompagné sur les enjeux de management, que, en fait, c'est très intéressant, votre histoire du prescrit et du réel, mais comment j'y accède à cette affaire-là, en réalité. Donc, il a mis en place
avec chacun de ses collaborateurs, un dispositif où chaque collaborateur va expliquer qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, de manière assez détaillée d'ailleurs en termes de temps. Et à la fin de la journée, le dirigeant et le manager prend du temps avec chacun des collaborateurs pour dire, bon alors, l'écart entre ce que tu avais prévu de faire et ce que tu as fait réellement, pourquoi il y a cet écart? Mais toujours c'est pas dans une logique de contrôle, c'est vraiment de dire, mais en fait, c'est là où se trouve la valeur. C'est là, tout ça, ce que tu vas me raconter de cet écart, j'en ai besoin pour moi aussi en tant que commercial, aller le raconter au client et dire, en fait, voilà, on avait prévu ça, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas pertinent pour X raisons. Le réel montrait que c'était pas ça qu'il fallait faire, donc on vous le raconte et au passage, on vous le facture. Voilà un dispositif d'évaluation du travail, de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel, et qui est aussi, en plus, la boucle est bouclée, valorisée auprès des clients, y compris financièrement. Romain, quand tu vois ce type de dispositif là sur la question de l'évaluation, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, en fait, je pense que c'est un point important, parce que la question de l'évaluation, souvent, elle est un peu escamotée. On rentre sur des questions, on prend des normalisations externes, des modes de comptage, des indicateurs qui viennent d'ailleurs, et on les calque sur sa propre activité en se disant que ça va rendre compte de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est pas inintéressant quand même d'avoir des repères un peu tangibles de son activité, mais rater la dimension l'épaisseur plus immatérielle de l'activité, c'est prendre le risque de passer à côté quand même de ce qui est relativement essentiel, enfin même essentiel dans l'activité. Et on peut servir d'ailleurs des indicateurs comme un moyen d'orienter là où on va jeter un œil, notamment, et par quelle question on commence. Alors, dans l'exemple que tu as donné, ce qui est intéressant, je trouve, c'est il y a une double dimension, c'est-à-dire il y a la question interne de qu'est-ce qu'on a fait, qui est quand même une question préoccupante pour les entreprises, pour aussi penser leur propre organisation, parce que on peut déjà avoir une occasion de discussion sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, le débordement, jusqu'où on va, parce que on pourrait se dire, je sais pas, j'ai mis 3 heures de plus à faire la programmation. Ah oui, mais il fallait que le programme soit nickel. Ouais, bon, ok, 3 heures, peut-être que ça passe. Mais est-ce que si j'en mets 4, 5, 6, 8, 10, parce qu'il peut toujours être plus beau, jusqu'où on va? Et comment on s'accorde en fait sur le niveau de qualité? C'est un point quand même assez important de dire, ouais, bon, là, t'en as peut-être fait un peu trop quand même. Ou, t'aurais pu mettre un peu plus de temps. Et en fait, ça permet de se caler sur le niveau de qualité attendu collectivement, défini en fait collectivement. Et ça permet pour le programmeur, par exemple, si je prends ce cas-là, de ne pas se poser la question de dire, au fait, lui, il veut un beau programme ou pas? Non, je sais ce que c'est le niveau de qualité, à peu près, hein, c'est pas la ligne de code près, j'imagine. Et donc, j'ai le repère, j'ai pas besoin de me reposer la question, j'ai pas besoin de réarbitrer. Et si j'ai pas le temps, je sais dire à mon collègue, le problème c'est que là tu es en train de détruire la qualité que je dois produire. On s'est calé sur ça, c'est ça qu'on remet en péril. Après on peut se dire, tant pis. Mais c'est pas une décision personnelle, c'est bien une décision collective. Donc il y a ce côté interne, et le fait de le faire avec le client, je trouve ça permet aussi de faire ce travail, d'embarquer le client dans la démarche dans la démarche de co-construction de ce qu'on est en train de mettre en place pour lui. Et donc de le faire accéder aux questions, aux nœuds en fait, auxquels on est confronté. Vous voyez, on avait prévu de faire ça, mais ça marche pas. On a plusieurs options. Et on veut les discuter avec vous, parce que c'est pas qu'un problème technique, c'est aussi en quoi ça va répondre à votre problème. Et ces nœuds, il y a des chances qu'ils soient révélateurs de nœuds aussi pour le client. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, parce que quand même, le travail d'évaluation, d'organisation de la réflexivité, c'est aussi un métier particulier. On parlait tout à l'heure de l'entreprise de maintenance industrielle. Ils ont eu, grâce à Noé d'ailleurs, accès à une ressource particulière qui s'appelle un ergonome, qui est quand même une discipline particulière. Et c'est l'importance, en fait, je pense que pour beaucoup de dirigeants, c'est la première fois qu'ils entendaient parler d'ergonome, autrement que pour les tables, les chaises, la forme de la souris, quoi. Et donc de se rendre compte que les ergonomes, ils ont aussi une capacité à faire de l'analyse du travail, de l'analyse de l'activité, à concevoir des organisations, aménager des locaux, mais pas au sens assez pratique, mais au sens de ça colle avec la manière dont on est organisé. Et donc
on va dire qu'on a un gradient dans ce qu'on a vu dans toutes les expériences d'entreprise, entre des choses qui sont extrêmement construites, on va en parler un peu à la fin, et puis des choses qui sont un peu comme ça à l'intuition. Alors, c'est pas moins important pour autant, ce que tu disais dans cette entreprise-là. On voit que c'est une vraie élaboration. Ça a demandé quand même de construire une pensée, de faire ce travail-là. Moi, je pense à un dirigeant pour prendre une forme très légère, parce qu'il y a plein de questions sur comment on s'engage dans ça. Pour moi, il y a une forme très légère qui avait été faite en Normandie, quelqu'un qui fait du ravalement de façade. Alors, si je dis ça, ça va un peu vite, parce que maintenant, dans le FC, c'est plus exactement ça, mais et qui avait mis en place un dispositif d'évaluation tout bête sur les chantiers. Il avait mis un tableau avec 4 smileys, et 4 colonnes. Il y avait tous les chantiers dans les lignes. Et en fait, il y avait un smiley pour ses salariés. Est-ce que vous êtes content du chantier ou pas? Voilà. Bon, oui ou pas. 3 smileys hein, différents, content, pas content, ou ça va. Donc il y en avait un pour les salariés, il y en avait un pour le chef d'équipe. Est-ce qu'il pense que ça se passe bien? Un pour la partie commerciale et un pour le client. Alors celui du client, il n'était pas rempli par le client, il était rempli par le commercial qui se faisait appeler. En général, c'est vert. Quand le client appelle, ça passe au rouge. C'est à peu près ça. Et en fait, donc on pourrait dire, oui d'accord, mais on ne fait pas grand-chose de ça. Ce que ça lui permettait à ce dirigeant, c'était de dire, toutes les semaines, il passe devant le tableau. Et quand il voit un smiley qui change de couleur, de dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça qui fait une nouvelle organisation complète de A à Z. Mais quand même, ça permet de faire parler des gens qui sont pas habitués à beaucoup causer sur leur travail. Parce qu'il faut faire attention, nous on est chercheurs, toi animateur du Club Noé, donc on a une habitude de discuter, verbaliser. Mais les personnes qui sont, je me souviens d'une entreprise qui travaillait dans le BTP, qui avait des gens dont le métier c'est réaliser des tranchées pour les réseaux électriques, les mettre à 10 autour d'une table avec un ergonome qui leur demande comment ça se passe, c'est pas aussi naturel que ça pour eux, c'est pas aussi simple. Et donc là, c'était un moyen adapté à sa boîte de dire, bah, là, je crée des occasions de retour sur le travail. Alors, plutôt pour lui, c'était pas comme par rapport à l'exemple que tu as développé, il n'y avait pas tout de suite cette ambition vers l'extérieur, mais plutôt pour lui. C'est une modalité assez simple. Je pense que alors on est là dans la question de l'évaluation, c'est que l'évaluation, c'est vraiment le point d'entrée. Il faut être inventif sur ces formes d'évaluation. Par contre, faut, je pense, après s'y tenir, parce que si on met un truc d'évaluation en une fois, puis après on ne renouvelle pas l'effort d'évaluation, en fait on a une sorte de photographie assez floue à un moment donné, mais on n'a plus l'effet qui est normalement celui de mettre en route la dimension de la réflexivité. Donc c'est particulièrement important de constituer, de tenter des choses, d'organiser, de créer des choses, quitte d'ailleurs à avoir recours à d'autres ou à l'organiser collectivement, on va aussi en parler de ça. Mais après, de s'y tenir ou de trouver le moyen de continuer, en fait c'est un travail en continu l'évaluation. On a une sorte d'habitude du modèle industriel qui est de dire on évalue à la fin. Vous savez, je ne sais plus ce que c'est l'expression, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouts, ça doit être ça. Non, c'est pas à la fin de la foire. Là, l'évaluation dont on parle, c'est pas un problème d'avoir terminé et on dit si ce qu'on a terminé, c'est bon ou pas bon. C'est y compris en marchant, y compris d'ailleurs en s'appuyant, ce que tu as très bien dit, sur l'histoire, sur ce qui s'est passé. Et avec cette idée, c'est que c'est pas réglé d'avance, cette affaire. Et donc, le travail d'évaluation, c'est vraiment un travail continu en fait, d'organisation d'une mise en visibilité. Alors, elle sera toujours imparfaite, parce que le réel du travail est tellement complexe qu'on n'accédera pas à tout, mais de mise au travail sur la base du travail. En fait, de mettre le travail réel comme moteur de la vie de l'entreprise et en fait de sa mutation. On a l'habitude de penser qu'il faut d'abord avoir pensé la mutation pour ensuite la décliner et la mettre en œuvre. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une mutation déjà frémissante dans le travail réel, qu'on peut guider, orienter, étayer, mettre au travail, et qui ensuite va donner la mutation de l'entreprise. D'où le rôle absolument central des managers, de cette fonction réflexive dans les entreprises, et d'où le besoin de réinventer, renouveler ce métier, et d'où l'espace qu'on a créé au sein du Club Noé pour tous les dirigeants dirigeants et leurs équipes qui sont engagés dans l'EFC. Je vais devoir faire un arbitrage entre ce qu'on avait prévu et ce qui est réellement en train de se passer, puisque
Il nous reste grosso modo un petit quart d'heure avant de conclure cette conférence. On vous disait du coup qu'il y avait trois enjeux dans la réflexivité. Romain a quasiment parlé des trois, sur la question de l'évaluation, sur la question de comment on se professionnalise et sur la question de l'innovation. Tu as aussi parlé aussi de la question de comment on sanctuarise ces temps-là. Et cette question-là, c'est pas une petite question. Et tu parlais d'investissement de l'entreprise, de la part de l'entreprise, de la part des managers sur cette question-là. Peut-être du coup revenir sur cet enjeu d'investissement que nous on appelle des investissements immatériels et qui sont juste cruciaux. Ils sont d'autant plus stratégiques, importants, voire quand même plus stratégiques que même les investissements immatériels, matériels, pardon. Comment ça veut dire quoi investir dans l'immatériel ? Ouais, alors c'est un point effectivement important, puis c'est un vrai défi pour l'économiste, pour le coup, puisque investir dans le matériel, c'est quelque chose d'assez... on sait faire, ouais, je vais dire ça comme ça, on sait faire. Et tant sur la décision d'investissement qu'ensuite sur sa mise en œuvre, globalement, ça pose plus de problème. La difficulté, c'est qu'avec donc la mutation servicielle, les ressources qu'on mobilise, là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, ça mobilise bien des ressources matérielles. Il y a pas mal de matériel en face de nous, vous ne le voyez pas, mais ensuite, il y a table, chaise, et on en a besoin. C'est quand même pas mal que ce soit là. Debout, on n'aurait pas pu tenir 2 heures, et encore moins les 2 heures qui vont suivre. Mais quand on regarde ce qui est essentiel, si on filme juste les tables, les chaises et qu'on pose les micros, on ne va pas non plus tenir 2 heures. Donc l'essentiel, il est incarné par nous deux, et puis par toutes les personnes que vous ne voyez pas, mais qui sont quand même bien engagés dans le travail. En fait, c'est pour que ça fonctionne, tout ça, on mobilise des ressources qui ne sont pas matérielles. C'est-à-dire, elles ne se comptent pas, elles ne sont pas transférables, elles ne sont pas non plus... on peut pas... mes connaissances, par exemple, je ne peux pas les enlever de ma tête puis dire, c'est pas grave, on va les donner à un autre, puis il va faire à la place. Non, c'est incarné. Et les modes de développement de ces ressources immatérielles, ce n'est pas aussi évident que les ressources matérielles. Si on voulait avoir une table plus grande, on achète une table plus grande, on sait qu'on a une table plus grande à la fin. Si on veut développer, par exemple, si on rentre vraiment dans une expertise sur les questions d'ergonomie, moi je suis économiste, hein. Alors chez Athemis on travaille beaucoup l'interdisciplinarité, mais là peut-être qu'il faudra une autre personne, parce que c'est une autre ressource que l'on demande. Et développer cette capacité, par exemple développer une lecture ergonomique de ce qu'on fait, ça demande énormément d'investissement, c'est-à-dire des temps dans lesquels on apprend, on fait aussi quelque part du jeu de l'interdisciplinarité, on met en discussion, on évalue, on revient, on fait de la réflexivité nous-mêmes. Et faire ça, quand on s'y engage, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Vous voyez, c'est pas parce que vous faites une formation de 4 heures à quelqu'un que forcément on maîtrise tous les effets de la formation. Ce serait vachement bien, mais malheureusement, c'est pas ça. Parce que, en fait, chaque personne a sa propre histoire, sa propre subjectivité, ses propres inquiétudes. Tout ne parle pas pareil à tout le monde. Moi, je suis toujours surpris quand on fait les parcours d'accompagnement. Il y a toujours quelques dirigeants à la fin qui disent « Je me souviens quand tu as dit cette phrase, moi, ça a été mon déclic. » La phrase me paraît complètement anodine à moi, mais le dirigeant, lui, par contre, ça lui a parlé. Et le développement des ressources immatérielles, ça passe par des choses comme ça. Et donc, on ne peut pas complètement à l'avance dire ce que ça va produire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on ne met pas en place des investissements pour que se produisent des effets de développement, il n'y a aucune chance que ça se produise. Ou alors, c'est très individualisé, chacun se débrouille avec cette question. Et donc, quand on dit c'est un investissement, il faut le prendre comme un investissement. Ça veut dire que ça demande de mobiliser des moyens qu'on stabilise dans le temps, et donc pas quand on a le temps. On ne fait pas de la réflexivité quand on a le temps. On organise, on planifie ce travail-là dans le temps. Quand on a commencé à construire un bâtiment, on ne s'arrête pas au milieu parce qu'on n'a plus le temps. On va au bout normalement. Donc on fait cette sanctuarisation, on met en œuvre et on évalue aussi la qualité de ce qui est fait. Il y a des moments où on dit mais est-ce que ça fonctionne ce truc ? Est-ce que ça produit bien les intentions qu'on y avait mis ? Est-ce qu'il y a d'autres intentions à ajouter ? Est-ce qu'on doit réorienter ? Donc Christian Dutertre aime bien parler de processus ininterrompu par étapes. Il faut engager des moyens, les stabiliser dans le temps et s'y tenir le plus possible. Et de temps en temps, avoir des étapes dans lesquelles on se dit est-ce que ça produit bien ce que ça devrait produire ? Et
alors les moyens qu'on y met, c'est à la fois des moyens matériels, enfin, c'est tout bête, hein, mais pour réunir par exemple mes types avec leur smiley, là, pour les réunir, il faut une salle qui puisse les réunir, hein, bêtement. Il faut aussi leur dégager le temps de le faire, parce que si on est dans un mode où il faut faire de la productivité par le volume et intensifier le travail, on se dit oh, c'est des temps non productifs, des fois on parle comme ça. Vous verrez ça, alors c'était d'ailleurs déjà chez Adam Smith, hein, le temps non productif. Donc on dit des temps non productifs parce qu'on n'en voit pas la production, alors que peut-être que c'est justement l'essentiel qu'on est en train de travailler dans ces espaces d'investissement. On a besoin donc d'aménager des temps, on a besoin d'aménager des espaces, on a besoin aussi de penser le dispositif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelles ressources on va mobiliser, quelle méthode on va utiliser. Parce que à la fois, j'ai présenté des choses un peu légères, là, le tableau des smileys, mais c'est quand même une méthode. Il y a une règle, il y a une manière de l'utiliser, et d'ailleurs, il y a une stratégie derrière. L'objectif premier du dirigeant, c'est de faire parler ses collaborateurs sur leur travail. Et ça marche plutôt pas mal de ce point de vue-là. Lui, il se pose la question maintenant de comment il fait un pas de plus pour renforcer son investissement. Mais quand on est, par exemple, dans l'entreprise de maintenance industrielle, il y avait reconfigurer l'organisation. Voilà, on ne peut pas faire un tableau avec des smileys, là. Pour le coup, on a besoin de mettre un peu plus d'énergie dans ce truc-là. Alors, peut-être un truc qui permet de faire la transition et d'être du coup pas trop long et de parler aussi du Club Noé, parce que les investissements immatériels, il y a un point, c'est qu'ils peuvent être dans l'entreprise. Et j'ai dit de très léger. Il y a des dirigeants à qui j'ai dit passez juste un quart d'heure de réflexivité avec un collaborateur et vous verrez, c'est déjà mieux que rien, c'est pas mal. Et vous allez commencer à accéder à des choses intéressantes. Et puis des fois où on envoie 2 ergonomes observer le travail, faire tout un travail d'analyse du prescrit, etc. Enfin bon, beaucoup plus lourd. Mais il y a aussi des espaces d'investissement immatériel en dehors de l'entreprise. Et les 2 groupes qu'on a créés dans le Club Noé, managers et commerciaux, ce sont des espaces d'investissement mutualisés où on a plein de managers d'entreprises différentes qui viennent ensemble avec comme visée de justement définir, se doter quelque part de repères de métiers communs. C'est quoi le métier du manager de demain? La question de la personne en ligne est très juste. C'est celle qu'on se pose depuis 3 ans et qu'on met au travail depuis 3 ans. Et avec comme visée, c'est que ça fasse une retombée sur chacune des entreprises. Et en même temps, Club Noé, ça permet aussi d'augmenter sa capacité d'accompagnement de tout un tas d'autres managers. Parce qu'il y a 80, c'est ça à peu près, adhérents dans le Club Noé. Donc il y a quand même pas mal de monde qui se pose cette question et qui, alors c'est même pas intellectuellement, c'est-à-dire dans leur travail de tous les jours, sont confrontés à cette question. Et un point qui est très intéressant, je pense, dans les dispositifs mis en place dans Noé, mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour les parcours d'accompagnement Alliance, c'est aussi de se dire, il y a quand même ce truc assez magique, on pourrait dire du côté de l'immatériel, qui est que, vous voyez, construire un bâtiment ensemble, ça veut dire qu'il faut être vraiment beaucoup d'accord, quoi, parce que quand même, il y a le droit de propriété derrière, il y a des règles qui se posent, etc. Se mettre au travail ensemble sur de l'immatériel, ça ne pose pas ce genre de questions. Alors ça demande quand même des niveaux de confiance, des dispositifs pensés pour cette mutualisation. Mais il y a un point très important, c'est que ces ressources, non seulement en le faisant pas soi tout seul, mais avec d'autres, on se donne l'occasion de les développer encore plus que ce qu'elles auraient été si on est seul. Donc on crée plus d'occasions, en fait, de mettre en discussion son travail de manager. Plus on les partage, plus ça fait école dans ce qu'on appelle être manager. Et donc, plus on peut solliciter les dirigeants, les managers des autres boîtes, dire j'ai été dans le parcours avec toi, j'ai un truc, est-ce que tu peux m'aider à le penser? C'est complètement possible. Et d'ailleurs, ils passent beaucoup de temps dans les déjeuners, des trucs, à parler de situation de travail en disant là, moi, je ferais bien comme ça. Et en fait, ça engage aussi une possibilité d'échange. Donc, ça développe non seulement les ressources de chacun, mais celles de l'ensemble. Et je pense que sur ça, c'est un point important, c'est que dans la région particulièrement d'ailleurs, il y a une vraie stratégie de développer des espaces, ressources de ce type-là, qui fassent que ce n'est pas le dirigeant tout seul qui se confronte dans son entreprise, tout seul avec ses managers, à toutes ces questions éminemment profondes. Tu parlais du lien à la recherche. Vous voyez, à Thémis, on n'a pas aujourd'hui construit toute la doctrine qui répond à tout ça. On la met au travail, on essaye de s'y coltiner le plus possible, mais on n'a pas tout de suite déjà toute la théorie de ce qu'on est en train de faire. Et
On a par contre un truc très bien, et notamment en région, c'est il y a plein d'espaces dans lesquels tout ça est mis au travail. Et avec des ambitions très différentes. On n'est pas directement dans la recherche. On est dans le très opérationnel, dans des dimensions plus collectives et opérationnelles, ou des dimensions de recherche. Je reviens du coup sur la question de cette notion d'investissement. Et juste pour souligner à quel point ces investissements, c'est pas un coût, c'est quelque chose qui produit aussi énormément de valeur. On a posé la question à nos adhérents de à quel point le manque de coopération dans votre entreprise, mais aussi avec d'autres entreprises, ça avait un impact économique. Et en moyenne, on est entre 50, si je fais une moyenne très très globale, quasiment 50% de la marge nette des entreprises est gagnée ou perdue sur des enjeux de coopération. On est sur les enjeux de bâtiment, on est autour de 80-90%. Suivant comment, quelque part, le manager du chantier, ou moi du coup j'appellerais le garant de coopération sur un chantier, organise la coopération, on prend en compte les contraintes des uns et des autres, c'est quasiment 100% de la marge sur un projet qui va dépendre de ça. Donc quand on prend des temps, au bout d'un moment, pas pour être sur le chantier, mais pour pouvoir revenir sur une situation de travail et discuter là-dessus, et on garde ce petit chiffre-là en tête, on voit quand même que c'est ultra productif, en fait, ces temps-là, et c'est un vrai investissement. Pour terminer, du coup, on répondra à la question, la personne en ligne qui nous a été posée, c'est quels sont les prérequis nécessaires pour se lancer dans l'évolution de l'organisation du travail. Voilà, moi, j'apporte une courte réponse et puis Romain, je te laisserai également y répondre. Mais la première dimension pour moi du prérequis, c'est juste de savoir le travail de quoi on parle, quoi. Vraiment, c'est juste de comprendre que les tâches que l'on demande à quelqu'un, c'est pas parler du travail. Que parler du travail, c'est encore une fois, c'est cet écart qu'on a souligné plus d'une fois. S'intéresser à ça, c'est un prérequis qui voilà, va vite à dire comme ça, mais dans le réel, c'est pas des petites transformations quand même de prendre conscience de cette affaire-là. Et aussi, un autre prérequis, c'est qu'on peut pas évaluer la valeur du travail à travers les résultats. C'est bien avoir en tête que ce qu'on a produit là, le résultat que ça va donner en termes de vidéo, ça dit absolument rien du travail qui a été fait entre moi et Romain et l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé à l'organisation de cette conférence. Le résultat, ça dit rien. Peut-être qu'on a passé 2 minutes à préparer cette conférence ou on y a peut-être passé 4 heures. Mais le résultat, ça ne dit rien du temps de travail qu'on y a passé, surtout qu'est-ce qu'on y a mis. Donc du coup, un manager, le prérequis qu'il doit avoir pour moi pour avancer dans cette transition des organisations, c'est de pas manager par les résultats. Je n'organise pas le travail des autres simplement avec des indicateurs mesurables, des livrables, parce que ça, c'est passé totalement à côté de la question du travail, mais je manage plutôt par rapport à la question des ressources, et notamment les fameuses ressources immatérielles dont on a parlé, comme par exemple la confiance, comme par exemple la pertinence, la santé, etc., santé qui est non seulement une ressource, mais en plus qui est la finalité de notre affaire. Voilà pour moi les prérequis que je dirais. Tu disais 2 minutes, 4 heures ou plusieurs années, parce que ce qui nous aide aussi beaucoup à préparer ce genre d'événement, c'est le fait qu'on coopère depuis pas mal de temps, on passe plein de temps ensemble déjà. Donc ça, c'est aussi un autre levier. Après, donc, sur la question sur les prérequis, je pense que... Alors, je vais peut-être faire une réponse aussi sur où on peut trouver des leviers plutôt que sur les prérequis. Parce que je pense que je ne serais pas catégorique sur l'idée qu'il y en ait... il faut absolument avoir telle ou telle... D'ailleurs, je ne saurais pas quoi dire, hein, telle prédisposition. Je pense que déjà, l'intention de reprendre sur la base du travail, c'est un point essentiel. C'est-à-dire, il faut que ce soit une vraie intention, que ce ne soit pas juste... un supplément d'âme. Un supplément d'âme, c'est ça, exactement. Donc, bon, après, c'est de voir par contre qu'on n'est pas tout de suite tout seul confronté à ces questions-là. Et par contre, il faut avoir bien conscience, peut-être s'il y a un petit prérequis, c'est d'avoir conscience de ce que ça risque de faire bouger. Parce que si on fait une démarche d'évolution de l'organisation du travail qui
met de côté la question du modèle économique, par exemple, de la stratégie économique de l'entreprise. On va toucher un plafond de verre, une vraie difficulté qui va être de dire « Ah oui, non mais ça, on ne peut pas revenir dessus ». Et c'est souvent quelque chose qu'on rencontre, nous, alors plus mes collègues ergonomes d'ailleurs, mais on rentre dans des entreprises et on commence à voir, on nous demande par exemple la question de prévention des RPS, vous savez, des risques psychosociaux ou des TMS, hein, les tendinites, etc. Puis vous êtes dans un atelier, je sais pas, de découpe de volaille qui travaille dans le froid et qui débite à toute vitesse. Bah, le vrai problème, c'est la logique de volume. Ah, oui, mais attendez, c'est notre métier, la logique de volume. Bah, si vous voulez répondre au TMS, bah, c'est ça le problème, en fait. On peut mettre du tapis anti-fatigue, de l'aménagement de poste, des choses comme ça, mais ça ne touchera pas un point extrêmement important qui est le modèle économique. Et donc, il faut avoir conscience, quand on rentre dans ce type de démarche, que ce n'est pas juste améliorer le management ou améliorer l'organisation comme ça. C'est bien dans une perspective aussi de re-questionner par le travail le modèle économique. Et alors, du coup, heureusement, il existe en région pléthore de choses. Il y a des parcours d'alliance, d'accompagnement qui permettent de resituer cette question, de soulever l'enjeu stratégique pour les entreprises et de situer à l'intérieur la place du travail. Il y a tout le travail que fait le Club Noé, qui est aussi sur cette dimension de prendre d'ailleurs par des bouts, pas forcément tout de suite extrêmement ambitieux cette question, mais c'est le début du chemin, hein, on ne s'arrête pas là, hein, normalement. Et puis après, il y a tout un tas d'autres initiatives. Il y a un agora dans le Ternois, pour ceux qui sont par là. Et alors ailleurs en France, puisque le World Forum, c'est pas que régional, hein, ailleurs en France, et d'ailleurs ailleurs dans le monde, hein, il existe des alter ego, on pourrait dire, de Noé ou d'Alliance également. C'est-à-dire des parcours d'accompagnement, il y en a dans pas mal de régions françaises. Des clubs, il y en a aussi dans pas mal de régions françaises. Il y a eu un parcours d'accompagnement au Québec. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à tout ça avec aussi des personnes de collectivités que je salue d'ailleurs. Le Kamouraska, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Et puis il y a au Brésil aussi tout un mouvement autour de l'éco, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc en fait, il y a tout, nous on appelle ça une communauté d'acteurs engagés vers cette question de la reconnaissance du statut particulier du travail et de ses mutations comme moteur pour penser l'évolution des modèles économiques et pour rendre en fait les modèles économiques plus durables, plus responsables. La boucle est du coup bouclée. On a commencé par l'introduction de nouveaux modèles économiques et on conclut là-dessus. Un grand merci du coup aux internautes qui ont suivi cette conférence et aussi à tous ceux qui nous ont permis d'interagir avec eux. Romain, un grand merci. Remercie également les organisateurs du World Forum, Réseau Alliance et les techniciens aussi qui nous ont permis de réaliser cette conférence. Et on vous invite du coup forcément à poursuivre à travers les ateliers qui continueront d'ici un petit quart d'heure. À bientôt, merci beaucoup.